Et bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour ce nouveau deuxième épisode de Causerie Nature. Alors ça fait un petit moment, c'était en octobre le dernier épisode. Je vais faire un petit rappel au cas où les gens auraient un petit peu oublié quel est le principe. Causerie Nature, c'est une émission d'interview-discussion, on va dire, qui permet d'aborder le parcours et les liens avec le vivant, la biodiversité, l'écologie, l'engagement militant de diverses invités, le tout en live sur Twitch. Et l'idée, ça va être de poser diverses questions, vous allez voir, à notre invité du jour. Mais peut-être que vous n'êtes pas en live avec nous, peut-être que vous regardez ça sur YouTube ou que vous écoutez ça en podcast. Donc n'hésitez pas, la prochaine fois, vous allez voir sur les réseaux sociaux, c'est annoncé à l'avance. Vous pourrez nous rejoindre directement en live pour la prochaine émission. Donc voilà, donc cette deuxième édition se fait avec un invité de marque, je ne sais pas peut-être, Si, puisque si, tu si. représentes un média que j'ai trouvé très très intéressant, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous inviter. Tu représentes le média La Corneille. Bonsoir Alban, comment vas-tu? Bonsoir, ça va super. Et merci de nous avoir invités. Et bonsoir à tous, là, évidemment, dans le chat. Je le rappelle, nous sommes en live, nous avons des gens qui nous mettent des petits messages. J'espère que vous allez bien. Alors on va faire ça tranquillement. Je vais te laisser te présenter rapidement, puis vous allez voir, on a préparé quelques questions pour avoir un fil conducteur. Mais comme vous le savez, vous pouvez préparer des questions de votre côté qu'on essaiera de poser à la fin, une ou deux questions, je pense, que j'aurai, voilà, des choses qu'on aurait loupées ou des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas. Alors, je te laisse te présenter rapidement, puis de toute façon, on va attaquer les questions. Si je ne me trompe pas, la première sera sur ton parcours jusqu'à la Corneille. Voilà. Ok. Donc bonsoir tout le monde. Moi je m'appelle Alban Leduc et donc je suis cofondateur de La Corneille et donc je suis journaliste avant tout et donc j'ai rejoint un petit peu l'aventure de La Corneille il y a quelques mois. Donc La Corneille c'est quoi? C'est d'abord une newsletter donc 100% sur la biodiversité, sur l'actualité liée au vivant. Et donc depuis quelques mois, justement, c'est un jeune média, donc ça s'étoffe un peu. Et donc là, on a lancé notre site internet. Et donc on espère devenir vraiment le média de référence sur la biodiversité et sur toutes les actualités liées au monde vivant. C'est ça, très incroyable résumé. D'ailleurs, j'en profite, j'ai créé une petite commande, comme d'habitude. Si vous voulez, dans le chat, vous pouvez regarder un petit résumé rapide et avoir accès au site internet et à l'Instagram de La Corneille. N'hésitez pas, évidemment. Ça sera toujours appréciable pour tout le monde. Écoute, on va commencer tranquillement. Alors évidemment, je rappelle que la modération, n'hésitez pas à me faire remonter si vous voyez des questions, des choses techniques, des problèmes techniques évidemment. N'hésitez pas. Hop, et bonsoir à toutes les personnes qui arrivent au passage. Donc, première question, tu as très très rapidement évoqué, mais on va aller peut-être un peu plus en profondeur. Sur ton parcours, quel est ton parcours pro et ou personnel en lien avec la nature, l'environnement, voilà, n'hésite pas à détailler ce que tu veux, hein, c'est toi qui vois, comme c'est un peu l'idée de l'émission. Ce que tu veux Mhm. mettre en avant sur ton parcours. Ouais. Moi, mon parcours, justement, enfin, avant tout le journalisme. Moi, ça fait très longtemps, depuis le primaire même, que je voulais être journaliste. Et en fait, je voulais être journaliste parce que on a fait un atelier justement à l'école sur un média et justement on a parlé de ce qui nous entourait, de vraiment des actualités de la ville. Et donc c'est enfin, des choses assez banales mais liées à l'environnement, quoi. En fait, tout est autour de nous parce que c'était au début, on a fait quelque chose sur une maison écologique qui se construisait à côté de la bibliothèque. On a fait sur les, les tas d'ordures qu'il y avait dans la plaine, donc un peu agricole dans la nature, qui étaient les déchets qui étaient laissés dans la nature. Et donc c'est à partir de là que moi j'ai eu envie de devenir journaliste. Et donc c'est un peu, j'ai tout fait pour y arriver. Et donc donc j'ai réussi à entrer dans une école de journalisme, ce qui est pas facile parce qu'il y a beaucoup de Ouais, monde et il y a un concours, etc. Et en fait, moi, justement, c'était mon projet de faire de l'environnement, donc journalisme environnement, vraiment depuis le début. Et je pensais qu'il y aurait énormément de monde qui allait faire ça en école de journalisme. Et en fait, j'étais un des seuls de ma promotion à vraiment vouloir me spécialiser sur l'environnement, quoi. Donc je suis un peu tombé Enfin, ça m'a surpris, quoi. Je m'attendais à ce qu'il y ait soit 10 000 et au final, pas du tout. Donc ça a vraiment renforcé ma volonté de me dire, oula, il y a vraiment un problème, parce qu'on ne parle pas, hmm, vraiment pas assez d'écologie dans les médias.
Et donc il y a des places à prendre parce que il y a aucun journaliste enfin très peu qui se spécialise vraiment là-dessus, quoi. Et donc j'ai fait donc pendant que j'étais à l'école une année d'alternance vers le média. Donc je sais pas si vous Oui. connaissez, mais en gros On- c'est un média un peu généraliste, mais sur l'écologie. Donc là, il traite de tous les sujets d'écologie. Et c'est pareil, c'est un média numérique, une newsletter et un site internet Mm. surtout. Et donc voilà, et donc donc j'ai fait un an là-bas et justement vers le média a aussi initié une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, donc pour dire aux autres médias, hello, il faut que vous bougiez parce que là vous n'êtes pas du tout à la hauteur sur l'écologie, quoi. Et donc c'est pour ça que ça a forgé aussi l'idée de me dire bon bah c'est vraiment important pour les médias de parler d'écologie et dans les thèmes larges. Et en fait en creusant un peu les sujets, justement, je me suis rendu compte que on commençait à parler d'écologie, les médias commençaient à parler de ça, sauf que la biodiversité, qui est pourtant, d'après les scientifiques, aussi importante que le réchauffement climatique, que le bouleversement climatique, et ben en fait, on n'en parle pas du tout dans les Ouais, médias. dans les médias, c'est compliqué, hein. Voilà. Et même dans les sciences, en soi, il y a beaucoup moins de connaissances, enfin, il y a beaucoup moins d'études sur la biodiversité que sur le climat, quoi. Et donc, c'est un peu avec ce constat que bah, j'ai rejoint la Corneille, bah, qui était donc une newsletter, surtout, donc une newsletter envoyée 2 fois par semaine. Donc, c'était quelque chose d'un peu, donc, qui était créé par Stécie Algrin, donc, qui est un petit peu mon associé qui n'est pas là ce soir malheureusement, mais donc il avait créé cette newsletter et donc à deux, on a essayé là depuis, ça fait depuis novembre vraiment qu'on travaille à 100% dessus et qu'on essaye d'en faire un média un peu complet, quoi. Mm. Et c'est d'ailleurs à cette période à peu près que je vous ai découvert. Je crois que tu m'as follow sur Twitter, si je me trompe pas, et Oui, je t'ai contacté après. Ouais, ouais, c'est c'est... ça. Parce que justement, là, on met en place un peu une espèce enfin, une veille sur les sujets de biodiversité et d'environnement. Et donc, c'est comme ça que moi, j'étais tombé sur bah, tes lives ou tes vidéos et ça m'avait bien intéressé. Du coup, voilà, c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Petite question qui m'intéresse. Enfin, tu parlais de ta formation. Ouais, je fais des questions supplémentaires, hein, pendant qu'on y est. Non, mais pas de souci. C'était à quel endroit que tu l'as fait? Parce que je sais qu'il y a une école de journaliste à Lille qui récemment, si je me trompe pas, a justement créé une spécialisation, mais c'est tout récent, Mhm. pour le. Alors, ça doit être l'écologie au sens large, j'imagine. Je sais pas Ouais. si ça te parle. Bah, moi, justement, j'ai fait l'école de journalisme de Lille. Et pour le coup, c'est une des écoles qui est quand même le plus engagée sur les sujets d'écologie. Ok. Parce que, donc justement, ils ont signé la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Donc ça veut dire que à partir de là, ils ont mis en place certains cours obligatoires pour tous les Oui. étudiants qui passent par l'école. Bon, après, ça reste un peu le début, donc c'est surtout une fresque du climat et un peu quelques cours sur quelles sources privilégier, comment lire des rapports scientifiques sur l'écologie. Ah, c'est déjà bien, en vrai. Mais c'est déjà bien, Ouais. franchement, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. Et ils ont aussi, enfin, ils ont une branche spécialement journalisme scientifique Hmm. et qui maintenant, ils intègrent aussi, enfin, ces gens-là qui sont, en fait, c'est surtout des personnes qui ont fait des études scientifiques, enfin, un cursus scientifique et qui veulent se reconvertir dans le journalisme, souvent c'est ça. Et donc, mais ils l'intègrent vraiment au master généraliste, donc ça le met un peu en avant, quoi. Et il y a aussi, justement, ce dont tu parlais, ils ont fait une formation spéciale pour bah, un peu les journalistes qui veulent se former après, donc au cours de leur métier, au cours de leur vie, sur, là, pour le coup, les enjeux d'écologie en général. Et ouais, donc c'est une formation en un an, Ok. formation professionnelle, quoi. Non, c'est cool. C'est bien que ça Ouais. se développe enfin, j'ai envie de dire. Oui. Ça Non, pour le coup, manquait. oui, enfin, c'est pour ça. Ça s'est énormément développé en quelques années parce que c'est surtout après, enfin, l'été, c'était ce 2018, il me semble, où il y avait ben, les canicules, les incendies, etc. Là, il y a Hmm. beaucoup de médias qui se sont dit, OK, on n'est pas du tout, enfin, on n'est pas à la hauteur et du coup, il y a beaucoup de rédactions qui commencent à changer, quoi. Mais encore une fois, c'est que sur le climat. Et pour l'instant, la biodiversité, ça a encore du mal à prendre, même si ça progresse aussi, mais ça a du mal un peu à prendre, quoi. Ouais, j'avais. Alors, je sais plus avec qui j'avais parlé de ça, mais effectivement, le climat, c'est quand même, ça commence à être bien intégré, même dans les médias très généralistes.
Ouais. Et alors, c'est quelqu'un qui avait évoqué ça, qui avait dit que, en gros, ça avait mis une dizaine d'années vraiment à se propager un peu partout. Et il pensait que pour la biodiversité, ça allait faire pareil, mais on était genre à l'année 2-3 là. Donc voilà, on Ouais. a encore de la marge de progression. Il disait, bah là, on Ouais, commence à ouais, avoir des médias spécialisés, comme vous par exemple. mhm. Mais les grands médias grand public, c'est encore très très compliqué d'avoir des Ouais, c'est sujets compliqué. très poussés, on va dire. Mhm. Mais il Ouais, avait bah, espoir que ça justement, arrive. Donc, ouais, ouais. Parce que, enfin, il y avait une étude, il y a des Canadiens qui ont justement fait une étude pour voir un peu entre le climat et la biodiversité, comment ils étaient médiatisés, etc. Et je crois que il me semble que c'est en 2019, je crois qu'ils avaient fait l'étude, et ils avaient montré que le climat était 8 fois plus ouais, ouais. évoqué dans les médias que la biodiversité. Alors que pour le coup, ils montraient qu'au début, ils étaient au même niveau, enfin, dans les années 80-90, quand on a pris un peu conscience du problème vraiment. Et après, ça s'est complètement séparé, quoi. Les deux courbes sont vraiment inverses. Ok, je vois quelqu'un qui nous dit dans le chat qui a retrouvé une étude qui montrait que les articles scientifiques en lien avec la biodiversité n'étaient pas beaucoup moins médiatisés effectivement Mhm. ce qui concerne le climat. Donc effectivement, tu peux la mettre si tu veux dans le chat. Et je veux bien que tu me l'envoies aussi en message privé. On la remettra si possible dessous sur YouTube, ça peut être intéressant. N'hésite Ouais. pas à me l'envoyer. Donc voilà, bah merci en tout cas. Alors je sais pas, tu as effectivement évoqué surtout ton parcours, on va dire étudiant et pro, mais je sais pas si au niveau personnel, tu as vu des évolutions peut-être, enfin ça dépend des fois quand on a grandi, enfin typiquement tu vois, moi j'ai grandi à la campagne, je suis passé à la ville, ça a un peu induit sur mon parcours pro entre guillemets derrière. Je sais pas Ouais. s'il y a des liens que tu peux faire entre les deux de ton côté. Bah moi oui, enfin en soi j'ai grandi dans un milieu enfin, qui était un peu entre les deux parce que donc périurbain, parce que enfin j'ai grandi en région parisienne dans le Val d'Oise, donc dans le nord de l'Île-de-France. Ok, Et en fait moi du coup quand j'étais petit justement on était bah, c'était entouré de champs quoi, genre même notre maison est un peu au bout de la ville et donc on allait en face, c'était un champ et on a joué dans la forêt juste à côté toute notre enfance. Et en fait, c'est ça qui est assez perturbant, c'est que là maintenant, bah, tous ces champs-là qui étaient autour ont été urbanisés. mm, Donc il y a des zones d'activité, il y a des logements qui ont été faits. Et donc en fait, c'est plus, oui, enfin, moi aussi ça m'a frappé de me dire, waouh, j'ai 25 ans là, en même pas, enfin en 25 ans, j'ai vu la différence vraiment. Tout a été artificialisé hyper vite, quoi. ouais, Et donc un peu l'extension urbaine quoi. voilà. Et donc c'est un peu Paris qui s'étend de plus en plus. Et ouais, c'est un peu frappant quand même. Ça a aussi contribué à un peu cette prise de conscience là, quoi. Ouais, de vouloir en parler aux autres entre guillemets quoi, on va dire. Oui, C'est un peu ouais, ça ouais, l'idée. voilà. Ouais. Et de comprendre aussi parce que enfin, parce que il y a énormément d'enjeux justement, même je trouve que moi, au niveau local, c'est hyper intéressant de voir un petit peu ces enjeux d'environnement parce que en même temps, le maire a des injonctions, il doit construire des logements, il doit aussi bah, essayer d'avoir des ressources, donc créer des Ouais. zones d'activité, etc. Et comment on concilie les deux, parce que bah, il y a des terres qui disparaissent en même temps et des terres agricoles ou naturelles. Donc ouais, c'est compliqué et c'est intéressant de voir. Bah, un peu, justement, moi, ce que j'aime bien, c'est un peu démêler tous ces enjeux, pouvoir les expliquer et voir un petit peu quelle trajectoire on a aujourd'hui, Ouais. quoi. Ah mais oui, bah, c'est complètement ce qu'il faut faire de toute façon. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, clairement. Euh, Bah écoute, on va justement essayer de comprendre un petit peu ce que vous voulez faire avec la Corneille un peu plus. Je vais passer à la deuxième question pour voir un petit peu ce qu'il en est. Hop. Est-ce que tu peux nous expliquer comment a été créée la Corneille précisément, même si tu l'as dit, c'est pas toi le fondateur à la Oui. base, et quel est le but? Alors tu as expliqué très rapidement, mais le but, votre volonté, on va dire, à travers ce média et à travers les différentes, parce que il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux. Euh, on Mm. parlera un petit peu après dans une autre question. Il y a peut-être autre chose que vous avez envie de faire. Et pour l'instant, ce qui existe, on va dire, pour Ouais. l'instant. Ouais. Bah, donc la corneille, c'est né justement, comme je disais, c'est Stécie Agrin qui l'a créé. Donc Stécie, c'est
Elle a fait un peu de l'activisme sur le climat. Elle a notamment été engagée dans la campagne contre ICOP, le projet de Total, Total Energy en Ouganda. Et aussi, elle a créé une association qui s'appelait Penser l'après, donc qui était après le Covid, justement, enfin, une sorte de média plateforme pour outiller, pour permettre de justement trouver des trajectoires un peu après la pandémie pour essayer de changer nos pratiques, de changer de système, Mm. etc. Et donc, assez vite, parce que donc, c'était en 2022, elle a créé, en même temps de ses activités, justement, cette newsletter donc, sur la biodiversité, sur le monde vivant, et un peu comme enfin, ça prenait la forme d'un courrier assez intime, quoi, envoyé à quelqu'un, donc pas vraiment pas comme un média traditionnel, c'est-à-dire des informations un peu froides et juste on débite les informations pour que ça soit le plus efficace possible. L'idée, c'était quand même de justement mettre en avant une certaine sensibilité Mm. que le vivant, la biodiversité permet par rapport à d'autres sujets, quoi. Et donc en fait, voilà, elle a commencé cette newsletter-là, et ça a vite eu du succès parce que il me semble que elle avait 500 premiers abonnés. Donc, et là maintenant, on est donc en même pas 2 ans, on est à presque 8000 abonnés. Ok, Donc ça a ça a bien pris. plutôt bien, voilà, ça a bien pris. Et en fait, justement, avec les études les études d'impact, parce que donc elle a envoyé un questionnaire un peu à la moitié aux abonnés, et en fait, s'est rendu compte que c'était principalement des gens plutôt âgés en soi, donc enfin, au-delà de 35-40 ans, quoi, et Des qui gens un âgés à public, 35-40 ans non mais plutôt âgés, je veux dire par rapport qui sont déjà intégrés, enfin, qui ont passé le statut jeunesse, on va dire, hein, parce que c'est en dessous de 35 ans souvent, oui, c'est vrai que effectivement. ça peut être mal pris, mais non, mais je pensais plutôt âgés par rapport aux cibles traditionnelles des médias, Oui, des enfin, des réseaux et médias autres. sur l'écologie, Mm. quoi. Parce que on a l'impression que justement l'écologie, ça touche plutôt les jeunes, et des fois c'est compliqué de toucher les ceux qui sont pas les vieux, mais les plus âgés peut-être. Mais donc voilà, enfin, il y avait finalement l'audience était un peu particulière parce que bah, c'était pas principalement c'était pas des urbains, en plus c'était des gens plutôt en ruralité, et en plus plutôt un public féminin, quoi. Donc Ok. justement, et donc l'idée du média, donc là, enfin, donc c'était d'abord une newsletter, et après on a, à partir donc de septembre, on a réfléchi à lancer vraiment un média en tant que tel, et donc le site internet avec des articles plutôt fouillés, plutôt détaillés, quoi. Mais l'idée, c'était de garder cette particularité-là, de dire, bon, bah non, on va pas vous assommer un peu comme le climat avec des articles très techniques, des Mm. informations compliquées, qui nous touchent pas vraiment parce qu'on sait pas, enfin, c'est un peu compliqué de comprendre justement les effets physiques du climat, etc. Là, nous, notre pari, c'est de dire, bah, la biodiversité, c'est justement, il y a un gros manque et on n'en parle pas assez. Mais la volonté, c'est d'évoquer le sujet d'une manière plus sensible et un petit peu, bah, justement, plus proche de touche à chacun. Donc, ça passe par cette newsletter qui est un peu écrit vraiment dans un ton décalé, donc un peu poétique d'ailleurs, où vraiment justement on résume un peu les actualités sous forme d'histoire, quoi. En fait, à chaque fois, c'est raconté vraiment, même à la première personne, envoyé, on parle directement au lecteur, quoi. Ouais. Et donc, le site internet, le but, c'est que ça vienne un peu en complément, c'est-à-dire plus outiller les gens. Donc, parce que justement, quand on tape biodiversité, problème, etc., qu'est-ce que c'est le problème, on tombe largement sur enfin, le plus souvent sur des sites, bah, soit du gouvernement, soit des associations. Et en fait, il n'y a pas vraiment de choses qui font l'entre-deux, qui permettent d'avoir un peu une vision claire des sujets. Ouais, Et c'est donc, beaucoup. En plus, c'est beaucoup en mode graphique, chiffre. Tu vois, c'est pas. ouais, C'est très brut, quoi. Ça. C'est un ouais, peu. ouais. Ah, c'est souvent, c'est compliqué. Enfin, même nous, quand justement, on cherche un peu, on s'informe par ça, c'est vrai que il faut s'accrocher, quoi. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de dire, bah, on veut démocratiser un peu le savoir sur la biodiversité, aussi remettre un peu au bout du jour
les savoirs naturalistes, parce qu'il y a énormément de choses qui existent. Et pareil, c'est très compliqué. C'est souvent des choses pour ceux qui sont vraiment un peu pros là-dedans et qui sont vraiment, enfin, des, qui, qui, qui sont passionnés par ça. Et donc nous, justement, on veut un peu prendre ces savoirs et les ouvrir un peu au grand public, quoi. C'est Il ça y, l'idée. y a même des gens qui font des cours sur les oiseaux sur Twitch, il paraît. Incroyable. Non, mais voilà, parce que ça, c'est quand même quelque chose de. Tout à chacun peut suivre les cours sur Twitch Ouais. et voir avec ce logiciel-là. Donc, Ouais, bah, de toute façon, je pense qu'on a un peu la même volonté d'essayer de rendre les choses accessibles, on va dire, au plus grand nombre. Bah, c'est pas tout à fait le même axe, évidemment, mais euh, oui, voilà. il y a l'idée derrière. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire aussi, donc ouais, c'est cool. Mhm. Ouais, l'éducation populaire, un petit peu, effectivement. Je suis assez d'accord avec Ouais, c'est quelqu'un ça. qui dit ça dans le chat. Je suis assez d'accord là-dessus, effectivement. Mhm. Bah écoute, moi je propose à tout le monde de regarder un petit peu à quoi ressemble le site et le compte Instagram. Et après Mhm. on verra, mais on a sélectionné un article pour que bah, tu nous expliques un petit peu comment ça peut se passer quand vous rédigez, quand vous faites une enquête, on va dire. Mais on va regarder déjà un petit peu à quoi ressemble le site et les gens Ouais. pourront y avoir accès. Hop, si je fais ça, là, on arrive sur le site, incroyable. Alors attends, je vais juste retaper la commande pour que les gens dans le chat puissent aller voir directement. Donc on a effectivement un site qui en plusieurs rubriques. Il y a encore une rubrique qui n'existe pas qui s'appelle le perchoir. Alors je sais pas si vous avez déjà prévu des Ouais. choses Ça, dedans. C'est encore en ah développement. oui, oui. C'est encore en développement, justement, ça devrait être lancé dans peu de temps. Mais en Ok, fait, le perchoir, c'est l'idée de. On va faire des portraits un peu justement de personnes qui s'engagent pour la biodiversité ou qui travaillent sur sur ces sujets-là, pardon, au quotidien, mais qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça peut être un ok, agent de l'OFB, un agriculteur qui fait de l'agroécologie. Donc tout un tas de personnes comme ça qu'on aimerait bien mettre en avant. Et donc ok, ok. ça devrait arriver prochainement. Et donc la newsletter, effectivement, qui est un peu le cœur à la base, on va dire, Mm. Ouais. de tout ça. Vous pouvez effectivement vous abonner directement. C'est dès qu'on arrive sur le site, donc vous pouvez directement vous abonner dessus. Et ensuite, on arrive quand on descend à votre portrait, un petit peu l'histoire de la création et les différentes missions. Effectivement, tu as bien expliqué ça. Simplifier un petit peu tout ça, puis créer une sorte d'émerveillement pour pousser à l'action, hein, si je résume un C'est petit ça. peu rapidement. Ouais. N'hésite pas à préciser les choses. Mais je suis assez fan d'ailleurs de votre direction artistique, si on peut dire ça, sur le Oui, site. bah justement, l'idée c'était de s'inspirer un peu des codes naturalistes, même dès le Moyen Âge, avec les petites enluminures, le papier, justement les arbres, enfin les albums où on récupère des feuilles pour les coller, donc le Ouais. remettre un peu au goût du jour, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et puis après, je crois qu'on arrive. Alors, je sais plus si c'est là, mais ouais, les articles, voilà. Différents articles, effectivement, qui vous sont proposés. Et voilà, tu le disais, effectivement, le perchoir qui arrive en dessous. Mais hop, si je vais dans l'actualité, vous allez voir qu'effectivement, il y a différentes choses, différentes rubriques, si on peut dire ça. Éclairer, Mhm. s'émerveiller, agir, ressourcerie, qui vont à chaque fois aller vers différentes choses. Alors, je sais pas si tu peux préciser un petit peu à quoi correspond chaque rubrique. Ouais, bah c'est justement, c'est un peu un peu les différentes valeurs qu'on voulait mettre en avant avec avec ce média. Et donc la première rubrique éclairée, c'est de dire justement, comme on le disait tout à l'heure, donner des clés, donner des ressources pour comprendre les sujets liés à la biodiversité et notamment à l'actualité en général. Donc c'est-à-dire que là, c'est plus des articles décryptage, plus Hmm, des enquêtes un peu fouillées, où, où justement on voudrait aussi, enfin là, on prépare un article un peu en référençant toutes les grandes questions qu'on se pose sur la biodiversité et y répondre un peu de manière enfin, détaillée et voilà, pouvoir répondre à toutes les questions qu'on se pose là-dessus. Donc là, c'est ok, un peu l'idée de faire. On dit souvent qu'on voudrait faire un peu l'équivalent de bons potes donc qui travaillent sur le climat, qui décryptent les enjeux de climat avec la biodiversité dans cette partie, quoi. ok. Donc ça, c'est la première partie, un peu celle où on fait des articles un peu les plus détaillés. Et ensuite, il y a la partie s'émerveiller. Donc justement, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est l'idée de dire, bah là, on joue sur le sensible, un peu plus sur les imaginaires. Donc là, c'est plus mettre en avant
que ce soit l'essence. Donc par exemple, là, on a fait un article sur la bioacoustique, donc le fait d'écouter un peu le vivant, la biodiversité, comment les chercheurs travaillent avec ça, comment il y a des expositions même où nous, depuis notre ordi, on peut découvrir énormément de choses juste par le son, quoi, en fait, Ouais. découvrir des écosystèmes sonores, quoi. Donc ça, c'est un peu, voilà, justement, de jouer sur l'émerveillement et découvrir la biodiversité par ce biais-là, quoi. Ok. Donc ça, c'est voilà. Et la troisième un peu grosse catégorie, c'est agir. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit enfin, nous, on pense qu'il y a un manque aussi dans les médias là-dessus. C'est que bah, de plus en plus de gens disent oui, bah, moi, je regarde plus les médias parce que c'est que des mauvaises nouvelles et voilà, on peut rien faire, c'est un peu déprimant. Alors que nous, l'idée, c'est de dire ok, la biodiversité, il y a des problèmes, on va vous expliquer les enjeux, mais il y a aussi des solutions et du coup, les mettre en avant, aller voir justement si des choses fonctionnent ou non et donner des pistes un peu pour vraiment agir, quoi. Pas laisser les lecteurs sur leur faim et dire bon bah voilà, c'est horrible. Non, il y a des choses qui existent et c'est à nous de les mettre en avant aussi, quoi. Ouais, c'est souvent ça. Souvent, les gens disent, bah, proposez-nous des solutions, donnez-nous des clés un petit peu. Et c'est vrai que bah, quand tu vas pas voir dans les médias spécialisés, t'as pas trop les associations notamment, on l'évoquait tout à l'heure. Ouais, Dans les grands médias, ouais, ça manque beaucoup, hein, ça, hein, clairement, on est d'accord. oui, c'est ça. Parce que Ouais, typiquement, bah, dans le chat, il y en a là qui ont, alors je sais plus c'est quoi le nom exact, je l'ai loupé, LP au refuge. Notamment mhm, quand on a un jardin ou un balcon qui peut permettre de créer un espèce de petit écosystème, on va dire, pour accueillir la biodiversité, hein, qui est un peu connu. Mais ouais. quand tu connais pas plus que c'est l'action de la LPO, je pense que tu connais pas du tout ce truc, par exemple. Donc, Ah oui. Bah là, par effectivement. exemple, bon, on n'a pas encore publié, mais il devrait arriver bientôt. On va publier un article sur le fait, il y a un dispositif qui existe dans la loi pour protéger Ah oui. son jardin, sa parcelle, bon, c'est plutôt des espaces un peu de moyenne taille, pendant 99 ans. Donc ça Mm. veut dire que on signe un contrat et donc même quoi qu'il arrive, pendant 99 ans, cet espace sera préservé de toute activité humaine. Et donc c'est un dispositif quand même qui est enfin, un peu incroyable et pourtant on est peu à savoir que ça existe, quoi. Bah, il y a que les gens du milieu et encore pas tous, Oui, hein, parce que moi, je l'ai appris il y a pas, enfin il y a quelques années quand même, mais j'étais déjà dans le milieu et j'étais pas au courant, tu vois, que ça existait, donc ouais, non, mais c'est pas si connu que ça, effectivement. Et c'est ouais, très cool, vous fassiez un article là-dessus, effectivement, ça peut être pousser les gens peut-être à faire cette action-là, c'est très très cool. mmh. Donc, et puis ressourcerie, hein, je sais plus ce que. Ah oui, c'est des. Et Et Ouais, vas-y. ressourcerie, oui, c'est un peu ça, c'est là où on met un peu des listes bah, justement de ressources, un peu des contenus à aller voir pour creuser un peu les sujets de biodiversité ou pour même commencer à se sensibiliser à ça. Donc là, on a fait un petit peu pour l'instant, on a fait une liste de jeux de société sur la biodiversité, un peu notre sélection qu'on aimerait mettre en avant pour découvrir justement le vivant, en plus en s'amusant. Et on a fait aussi bah là, le dernier, c'est sur les BD liés à la biodiversité. Donc voilà, c'est vraiment une liste, un peu le coin où on peut trouver des ressources pour débuter, en fait, Ouais, aussi. ouais, c'est cool. Et on l'a évoqué aussi, vous êtes aussi sur, j'en profite, hein, sur Instagram. Oui. Voilà, et avec donc c'est alors je sais plus si c'est tous les lundis ou plusieurs fois par semaine. C'est tous les lundis, je crois. Ouais, Vous c'est tous les faites lundis, ouais. d'ailleurs j'ai vu que vous en avez publié une juste avant là. Ouais, ouais. Ouais, je vais montrer ça comme ça quand on est dessus. Tous les lundis, il y a 4 news, 4 good news qui sont mises en avant effectivement sur la Mhm. semaine précédente si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est à chaque fois, tous les lundis, donc d'un lundi à l'autre, on fait un peu la sélection de toutes les bonnes nouvelles pour la biodiversité. Et donc ouais, on met ça principalement sur le compte Instagram. Et pour le coup, oui, c'est pas facile justement de trouver des parce que des nouvelles sur la biodiversité, c'est pas facile et des bonnes nouvelles, c'est pas facile à trouver. Mais finalement, il en existe, chaque semaine, on arrive quand même à en sélectionner quelques-unes, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, n'hésitez pas du coup à suivre le compte Insta, très très Mmh. cool. En plus évidemment. De vous mettre sur le site et sur la newsletter. Toujours un petit truc supplémentaire. Et justement, alors on va revenir
sur cette scène pendant que je change la question. On avait dit, ça serait pas mal un peu de montrer comment ça se passe, parce que les gens voient les articles, lisent les choses, mais ils sont pas forcément au courant de comment on mène l'enquête, comment on fait les recherches, etc. Et bah, on va prendre un article qui a été publié mi-janvier, si je me trompe pas à peu près, Ouais, je crois que c'est ça. qui parle du scandale environnemental dans les fjords norvégiens. Je vais revenir sur la page. Un sujet que j'avais un petit peu évoqué rapidement, mais pas plus poussé moi en live. J'avais exprès laissé de côté votre article parce que je savais que bon, ça fait un petit moment qu'on discute, hein. Je savais qu'on Mhm. allait vous inviter. Et donc c'est cet article-là, je vais le mettre dans le chat s'il y a des gens qui veulent le lire. On va pas tout lire évidemment, c'est histoire de vous Oui. expliquer comment ça se passe. Donc hop, ça a été publié le 17 janvier. Et donc, si je comprends bien, c'est un travail un peu collectif, hein, parce que il y a pas, c'est au nom de La Corneille. Ouais, c'est Donc ça. je te laisse nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, tout ça. Bah, en fait, donc cet article, c'est en arrivé justement, je sais pas si on a beaucoup parlé de, la Norvège justement qui avait un petit peu, donc le parlement avait autorisé l'exploration du minage, enfin de pour potentiellement exploiter les fonds marins, en haute mer, quoi. Donc ça a fait énormément de bruit juste avant, la semaine d'avant, donc mi-janvier quoi, début janvier. Et en fait, nous, on tombe sur cette actualité-là, sur le fait que, bah, là, il y a la Norvège aussi a accordé, en gros, le droit à une entreprise minière de déverser ses déchets dans un fjord. Et c'est une histoire bah, enfin, ce projet-là est contesté depuis des années, depuis une dizaine d'années. Et donc, en fait, il y a eu énormément de recours. Et donc là, mi-janvier, le tribunal a dit, bah non, tout est OK pour nous, l'entreprise a le droit de le faire. Ouais. Et donc nous, on est tombé sur cette information-là, et en fait, on s'est dit, mais c'est fou, quoi, personne n'en parle. Donc, enfin, les médias français, personne n'en parlait, alors que justement, enfin, peut-être que tout le monde était obnubilé par l'info de la semaine d'avant. Et donc, on s'est réunis, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on fasse quand même quelque chose là-dessus, il faut qu'on mène un peu l'enquête, quoi. Et donc, justement, on s'est un peu mis à presque toute la rédaction, donc on n'est pas on est 4 en ce moment, donc parce que donc il y a moi, il y a Stécie Algrin, donc un peu les 2 associés, et on a 2 services civiques aussi qui sont avec nous, qui travaillent fort avec nous. Et donc justement, on a mis un peu tout le monde sur le coup en se disant bon bah voilà, on essaie de retrouver un peu toutes les informations qui existent sur ce projet, un petit peu tout l'historique. Donc, quand est-ce que ça a débuté? Parce que quand est-ce que ont eu lieu les différentes contestations, Mm. au niveau de la justice, quoi. Et on a regroupé un peu toutes ces informations. Donc là, c'est un peu ce qu'on appelle la recherche en open source, quoi. En soit des sources ouvertes, des sources, qui sont disponibles un peu à tout à chacun sur, les différents sites internet, les différents articles de presse, les rapports, et cetera, quoi. Et donc, à partir de là, on a donc contacté Ah, les Norvégiennes qui se battent on contre a une contre- micro-déconnexion. Attends, je regarde si Ah, tu es en train de revenir. Ah, c'est bon, je crois que tu es revenu. Ça a coupé ta. Tu dis on a contacté, puis après ça a coupé. ah d'accord. Vas-y, tu peux Donc reprendre. oui, on a contacté les associations norvégiennes qui se battaient contre ce projet. Donc eux qui justement nous ont un peu confirmé l'information, qui nous ont dit que eux justement en fait hésitaient comment dire demander l'appel, enfin à faire appel de la Mm. décision, parce que c'est donc là dernièrement des décisions de justice. Et en fait, eux, ça fait 10 ans qu'ils se battent contre ce projet, parce que donc il y a eu des études qui ont montré que ça allait un petit peu bah, avoir des impacts sur la biodiversité du fjord, mais aussi au-delà, parce qu'en fait, déverser comme ça des gravats d'une mine qui est à côté, il n'y a pas que les gravats, c'est aussi une pollution diffuse qui se met dans l'eau, donc un peu des nuages de poussière qui vont très loin et qui vont impacter, bah, en Ouais, fait, même les fonds des marins, hein. pêcheries. Voilà. Et donc il y a même ça va même avoir un impact en soi sur bah, certains pêcheurs qui pêchent beaucoup plus Ouais. loin, mais qui pourraient voir leur stock de poissons baisser, quoi.
Donc ces associations, justement, ça fait 10 ans qu'elles essayent de faire tous les recours, elles essayent de faire des actions pour empêcher les travaux. Et là, en fait, justement, nous, on les contacte et elles nous disent, en fait, on ne sait plus quoi faire parce que elles ont eu des frais de justice hyper importants parce qu'elles ont perdu. Et donc, elles disent, elles nous ont dit, là, on peut plus, on n'a plus les capacités financières de continuer le combat. Et donc justement, nous, ça nous a donné un peu, enfin voilà, ils nous ont donné un peu d'informations, on a eu donc leur point de vue, et on a aussi contacté donc l'entreprise qui va mettre donc ces déchets dans le fjord, donc Nordic Mining. Et donc, en fait, c'est un peu les règles de déontologie journalistique, justement, à chaque fois qu'il y a un sujet, même sur un sujet comme ça où il y a un peu deux camps qui s'affrontent, on essaye un peu d'avoir Les deux tous les points côtés. de vue, quoi. Mm. Voilà. Et souvent, bon, quand c'est des projets comme ça, surtout en plus en Norvège, on s'attendait pas vraiment à ce que l'entreprise réponde. On est un média français encore un peu émergent. Et finalement, si, ils nous ont dit oui, oui, le directeur, le PDG est disponible pour vous C'est répondre. vrai que c'est assez surprenant. Ouais, donc c'est le PDG lui-même, quoi. Et donc très bien, enfin nous, super. Et en fait, du coup, on l'a eu au téléphone. Et pour le coup, lui conteste, enfin, c'est ça qui est hyper intéressant justement et qu'on a mis un peu dans l'article, c'est qu'ils sont complètement déconnectés. Enfin, il y a une vision complètement différente en Ouais. soi, qui eux justement disent oui, mais l'institut marine qui a fait les études, en soi, enfin, on conteste ses études parce que eux ils sont focalisés sur la mer. Donc, bien sûr qu'ils veulent, ils voient que les problèmes sur l'océan, mais c'est pas la réalité. Nous, on sait que ça va aller, en gros. Ouais. Voilà. Et en plus, voilà, ils disent, en plus, ils disent que leur projet sera neutre en carbone et même qui sera neutre en termes de biodiversité, puisqu'ils vont compenser les effets qu'il y aura sur cette fjord, Le enfin sur ce fameux. fjord, ailleurs, quoi. Ah, le fameux, Donc oui, on va compenser, ça n'a pas d'impact. Il faudra leur voilà, c'est expliquer ça. le principe de. Un écosystème, ça fait centaines d'années qu'il existe. Il y a forcément un impact. Hein. Bah ouais, c'est Donc, Et donc même et justement, nous, on leur a posé la question en leur disant: vous êtes au courant que» enfin déjà, c'est un peu, l'efficacité n'est pas prouvée et donc même eux nous disaient: «Ah oui, mais justement, l'objectif de biodiversité nette qu'on a mis sur notre site internet, c'est pour l'instant, c'est pas encore, on sait pas encore trop ce qu'on va faire pour, justement compenser». Donc même ça, c'est donc pas mal. c'était clairement, C'est un clairement objectif du bidon un peu. Source, voilà. t'inquiète, c'est un peu ça, ouais. T'inquiète, pas de problème, on va le faire. Donc c'est pour ça que c'était vraiment, pour le coup, pour nous, intéressant d'avoir ce point de vue en voyant que, eux sont droits dans leurs bottes et voient pas du tout le problème, quoi. Ah, c'est assez surprenant qu'ils aient répondu. Enfin, tu vois, je me suis dit, s'ils répondent, c'est qu'ils ont quand même des billes pour dire, ah, regardez, on a quand même des preuves. Là, non, non, c'est. Ouais. Pour le coup, justement, le fait de dire que, si eux répondent, ça veut dire que je pense qu'ils sont persuadés Oui, d'être ouais, dans le c'est peut-être ça. vrai. Et donc c'est plus, ouais, ça donne aussi une information dans le fait de dire que même les industries minières, pour eux, ils sont persuadés qu'il y a aucun problème et que oui, on va compenser et que c'est bon, quoi. En fait, on est bénéfique pour Ouais, l'environnement. c'est une vision qui est complètement différente, en fait. Hein. C'est même plus. Ça, c'est parallèle, Ouais, c'est quoi. ça. Ça se croise pas Ouais, du c'est tout. vrai que c'est et ça représente aussi un peu le point de vue de la Norvège qui, pour nous, Français, hein, on a un peu l'image de justement la Norvège champion sur l'environnement, qui justement les beaux espaces naturels, qui font attention. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que pas du tout, c'est un peu l'inverse, c'est qu'ils sont aussi des exploitants des énergies fossiles, c'est un des Mm. premiers en Europe. Et sur justement les industries minières, ils sont un peu à la pointe et ils veulent extraire de plus en plus. Donc ça casse un peu l'image qu'on a souvent de la Norvège, quoi. Ça permet de voir ce qu'il y a derrière. C'est Donc ça. c'était pour le coup. Ouais, j'ai vu Donc que là, vous aviez fait un paragraphe, justement, pour un petit peu démonter ouais, ces voilà. mythes sur la Norvège. Ouais. Mhm.
Donc ouais, voilà, l'idée c'est justement enfin ça c'est un exemple d'article où bah, c'est une information qui est un peu passée inaperçue dans les médias français et que pourtant pour nous justement montre enfin un peu une illustration de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire des grands projets, des grandes entreprises qui ont des effets complètement néfastes sur la biodiversité et pourtant on on les prend pas du tout en compte, quoi, en considération encore aujourd'hui. Ouais. Ah bah très 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 cool d'avoir un peu expliqué comment vous avez fait, surtout voir que vous arrivez à, malgré effectivement, vous êtes un jeune média hein, clairement, et vous arrivez à avoir des contacts avec des entreprises comme ça. En plus, évidemment, c'est pas en français, donc faut faire un peu attention, je pense, Oui, à ce qu'on dit. oui, c'est Donc, ça, il faut c'est pas forcément c'est évident, quoi. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça. Bon, pour le coup, ça, on a il y a un outil qui est sympa sur le téléphone qui permet d'enregistrer et de traduire, enfin, en anglais, ça fonctionne qu'en anglais, justement, ou qui, avec le Ouais. son écrit, transforme le son en texte, quoi. Donc, Oui, ça aide j'imagine que pas vous mal. avez pas fait ça en. Ça existe. Si, il y a une langue norvégienne, je sais plus. Vous avez fait Oui, ça en ouais, anglais. en norvégien, Effectivement. ça aurait été C'est compliqué. un petit peu plus complexe. Mais ouais, non, Déjà mais. pour trouver les noms enfin, parce que du coup, on a passé, bah, une demi-journée quand même, tous ensemble à chercher les informations, là-dessus. Donc on était là à Google Ah bah Traduction oui, j'imagine. à traduire tous les documents, norvégiens en La français, galère. enfin et en plus même parce que, en fait, le document de base, c'est la décision du tribunal, qui fait 34 pages, en norvégien. Donc c'est quand même, il faut aussi décortiquer ça, quoi. Ça fait Ouais, partie un faut peu s'accrocher, hein. du défi, ouais. Ok, bah merci beaucoup pour la petite présentation entre guillemets. Là, bah, je sais pas si tu peux teaser un peu, mais vous avez des choses, tu disais, qui vont Oui, arriver, ouais, mais ouais. Bah, justement, en fait, on a beaucoup d'articles un petit peu en préparation. Là, le principal, c'est justement cet article un peu référence oui, où on a listé une dizaine de questions qu'on se pose sur la biodiversité, donc, mais très, même, enfin, que tout le monde peut se poser justement en disant, bah, on parle de sixième extinction, pourquoi c'est grave alors mm, parce qu'il y en a cinq, il y a eu cinq extinctions avant, pourquoi là on s'inquiète d'une sixième donc voilà, c'est un peu ce genre de questions enfin, qu'on reprend et que vraiment on montre un petit peu tout l'état des connaissances aujourd'hui là-dessus. ok, Donc ça devrait arriver prochainement. Et après, on a aussi bah, plusieurs, un peu comme cet article-là, décryptage sur la Norvège. On a des choses qui sont prévues sur notamment les crédits biodiversité, là, qui commencent beaucoup à se développer, comme les crédits carbone. ouais, Parce qu'aux j'ai États-Unis, étudié un peu ça, pas mal sur le continent africain, ça se fait, ouais. et ouais, c'est complexe, en vrai, j'ai essayé de creuser un peu, c'est pas simple à Ouais, ouais, comprendre. ouais, c'est complexe et ça commence à émerger, donc c'est un peu justement, on se dit que là, il y a vraiment un besoin Mm, pour que les gens puissent se positionner, quoi, enfin, parce que puissent se dire, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas? Et donc là, on est en train de travailler un peu là-dessus et on est aussi en train de travailler sur, peut-être faire une enquête de solutions un peu sur bah, sur les pesticides parce qu'on en parle beaucoup là dernièrement, donc avec, la crise, autour des agriculteurs. Et donc en fait, oui, nous, on est parti d'un constat parce que justement, en faisant nos articles, on interviewe donc beaucoup de spécialistes, de scientifiques sur la biodiversité, et il y en a beaucoup qui nous ont dit plusieurs fois qu'en fait, enfin, c'était pas assez pris en compte les effets des pesticides sur la biodiversité, que même dans les rapports, même dans, par exemple, les rapports de l'IPBES, donc, un peu le GIEC, ouais, l'équivalent du GIEC sur la biodiversité, que c'était un peu sous-estimé, quoi. Donc, justement, on aimerait un peu creuser pousser le ce sujet. sujet-là Mm. pour voir bah, qu'est-ce qu'il en est vraiment. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui quels sont les effets des pesticides sur la biodiversité, sur la santé, et surtout voir un peu bah, quelles solutions, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans pesticides et voilà, quelles sont un petit peu les voies, les trajectoires sur ce Ok, sujet-là. ah, c'est cool. Plein de trucs qui donnent envie là. Voilà. Très très cool. Donc, ouais. Et justement, alors, on parlait effectivement de vos articles, de ce que vous rédigez, mais j'ai une question un petit peu sur, on va dire, est-ce que vous avez d'autres axes que vous souhaitez développer dans l'univers, on va dire, de la corneille
en dehors des rédactions, on va dire au sens propre, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de développer cette année ou plus tard, Mmh. prochainement? Bah oui, justement, on voudrait là, on voudrait développer, aussi un peu le lien avec notre communauté et donc faire, là on est en train d'organiser aussi des événements. Donc ça prendrait la forme, donc on de un événement par mois, donc un peu des rencontres et donc on les appellerait les veillées de la corneille et donc l'idée, en fait, c'est vraiment de faire, des rencontres comme, autour du feu de camp et se raconter des histoires, sur la biodiversité, sur le monde vivant, autour d'un feu de camp, quoi. Donc vraiment quelque chose un peu d'intimiste, de proche et donc on inviterait, des spécialistes, des scientifiques ou autres, donc sur des sujets donnés et aussi faire des temps, un peu plus artistiques, donc que ça soit de la musique, des expositions, des performances. Tout ça un peu justement dans cet univers du feu de camp, de la veillée et donc 1 fois par mois, quoi. Donc ça, c'est un peu Ok. le projet qu'on est en train de lancer et donc ça devrait arriver, là dès mars-avril, on devrait lancer les 1res rencontres. Donc voilà, j'invite tout le monde à s'inscrire, à suivre ces événements qui vont arriver bientôt. Ça sera annoncé sur vos sites et sur les réseaux sociaux, Oui, oui. j'imagine. Ouais. Oui, ça va être annoncé, Et parce que j'en bientôt, ai pas parlé, mais vous êtes aussi sur Facebook pour tout ce qui est événement. Facebook, voilà, ça peut oui, être pas oui, mal. Donc c'est vrai j'en que ouais. profite. On est sur Facebook. Justement, c'est un peu, une grande partie de notre public nous suit aussi sur Facebook, Ouais. ça touche un autre public que souvent les personnes qui sont déjà intéressées par l'écologie, quoi. Ok. 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 Donc voilà, donc ça c'est un des projets et notre projet au long terme, donc ça c'est plus quelque chose qui serait à partir de la rentrée prochaine. On voudrait lancer aussi des courriers papier, donc Ah oui. physiques et donc à envoyer justement, aux abonnés et donc là vraiment prendre la forme d'un courrier, écrit, un peu, bah, comme une lettre qu'on adresserait, au lecteur, justement en reprenant tout ce qu'on fait déjà dans la newsletter, donc c'est-à-dire en évoquant toutes les enfin des actualités, liées au vivant ou même en demandant à peut-être à certaines personnes d'écrire, des spécialistes, de certains sujets, d'écrire sous le format, justement lettre à envoyer, dans la boîte aux Ouais. lettres de tout. Des petits mots entre guillemets sur un sujet Voilà, précis ou des choses comme ça. Ouais. Et ouais. justement, tu vois, je suis en train de repenser à ça, mais effectivement, je sais pas si tu l'as très précisé, mais vous êtes un média indépendant. Et Oui. donc, un média indépendant, quel est le problème principal? Vous vous en doutez bien dans le chat, c'est bah, faut trouver des financements, faut trouver de l'argent. Et j'en ai pas parlé encore, mais vous avez un Tipeee. Si Oui, c'est ça ça. peut intéresser du monde, je le mets dans le chat. Je remettrai ça évidemment sur la rediffusion. N'hésitez pas à aider via ce Tipeee. Puis bah, évidemment à parler, à relayer les infos sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez d'autres sources de revenus ou des recherches de financement actuellement Bah, par ailleurs. en ce moment là, on est en train de justement monter un dossier parce que donc, pour avoir des subventions parce que c'est un peu, il y a des aides qui existent pour les médias émergents, comme nous. Mais après, justement, on va diversifier nos sources de financement. On va mettre aussi en place des formations. Donc, soit des formations pour les influenceurs. On est en train de discuter avec certaines structures qui aussi, accompagnent des influenceurs, dans la transition écologique, quoi. Et donc on voudrait apporter cette patte biodiversité. Aussi faire des formations, plus tournées vers les médias. Donc justement, comme j'en parlais au début, il y a un manque sur ces sujets Mm. les sujets de biodiversité dans les médias. Donc on on vise aussi à peut-être, former certaines rédactions, certains journalistes et également, des accompagnements pour, justement le lancement de newsletters. Parce que donc il y a beaucoup d'acteurs qui maintenant souhaitent mettre en place des newsletters. Donc nous, avec notre expertise, on, pourrait aussi, accompagner, certaines entreprises ou certaines associations, structures, Ok, dans ce sens-là et aussi, un peu faire des interventions, donc des conférences, dans des événements liés, à l'environnement ou pas justement, apporter ce sujet de la biodiversité qui manque un peu souvent dans les événements, dans les événements sur l'environnement, en général, quoi. ok,
Ok, bah, merci des précisions, c'est important en vrai. Ouais, c'est important, non, mais c'est une vraie question, Les justement, gens aiment pour bien les savoir meilleurs un petit médias, peu, tu vois, comment les compliqué. médias indépendants se financent. C'est assez cool que tu Mmh. sois un peu transparent là-dessus. Ouais, parce que mais il y a aussi l'idée, enfin, de développer les dons et donc il y a le Tipeee qui existe, mais on va essayer de développer, justement peut-être un club aussi avec peut-être des contreparties, des avantages Mm. pour, les gens qui feraient partie de ce club. Ok, merci pour toutes ces précisions. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, effectivement, il y a un sujet d'actualité. Et bah, comme c'est l'habitude, en tout cas ça va devenir récurrent sur toutes les causeries nature, on a une question justement. Est-ce qu'il y a un sujet d'actualité, bon, voilà, on sait ça va être lequel je pense, en lien avec la nature, la biodiversité et l'écologie qui t'a interpellé récemment, dans les dernières semaines on va dire. Bah, je pense que oui, pour moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est là, tout ce qui s'est passé autour de l'agriculture et de la colère des agriculteurs. Parce que donc on a eu enfin, une séquence enfin, assez surprenante en soi, où moi je trouve que juste, enfin, donc il y a eu la colère des agriculteurs qui était bah, légitime, il y a eu des problèmes qui ont été mis en avant, et pourtant les réponses du gouvernement ont été bah, totalement à côté de la plaque. Enfin, on a l'impression, parce que justement, je voyais, donc comme je vous le disais, on réfléchit, nous, à faire quelque chose sur le long terme, un peu là-dessus, une enquête de solutions, un peu plus sur prendre le temps de traiter ces sujets-là. Et donc, enfin moi, il y a une image qui m'a marqué, c'est que justement, je crois que c'était la semaine dernière, donc au moment où le gouvernement a annoncé un petit peu tous les renoncements sur des normes environnementales, sur le plan éco-phyto, sur bah, même que ce soit l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, Ouais. qui s'en est pris un peu plein la figure, sur les haies, sur les zones humides. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été annoncées. Et en fait, le soir même, il y avait, enfin, je regardais une émission justement sur France 2 où il y avait donc Camille Etienne qui est un peu enfin une activiste connue sur le climat. Et il y avait tous les autres, les syndicats d'agriculteurs, donc, quelqu'un de la FNSEA, donc le syndicat majoritaire, et quelqu'un de la coordination rurale, Ah. qui est un petit peu Il le. n'y avait pas la Confédération paysanne. Non, il n'y avait pas la Ah, c'est Confédération c'est paysanne. bizarre, dis J'imagine donc. que j'imagine qu'ils se sont dit, oh, il y a Camille Etienne qui doit représenter les enjeux d'écologie, donc c'est bon, on a déjà assez. Et en fait, pour moi, ce qui était surprenant, c'est que donc, même donc, la coordination rurale, qui est quand même assez dans des idées justement assez extrêmes, enfin plus pas extrêmes, mais qui est plus marquée à droite, et qui est encore plus revendicateur que la FNSEA, qui est connue quand même pour ses positions assez en faveur des grandes, enfin de l'industrie, Ouais. l'agriculture intensive, Mm. conventionnelle, etc. quoi. Et donc en fait, ce qui est marquant, c'est que ces trois personnes étaient d'accord sur le constat. Enfin, ils étaient justement les trois disaient bah oui, justement, le problème, c'est pas du tout, c'est pas les normes environnementales, c'est vraiment comment elles sont appliquées, donc c'est-à-dire comment les agriculteurs doivent les suivre, et surtout le revenu des agriculteurs, donc avec ce dont on a parlé aussi beaucoup, justement les centrales d'achat, et enfin, en fait, les, le, le fait de s'aligner sur le commerce mondial et sur les prix. Et Ouais. donc, ces trois-là étaient d'accord, et pourtant, le gouvernement répond totalement à côté. Et donc, c'était un peu, justement, pour moi, je me dis, c'est dommage parce qu'on a eu vraiment donc, un sujet qui est peu mis en avant, l'agriculture. On en a beaucoup parlé. Et au final, on a un peu manqué l'occasion. Et donc, je pense que dans tous les cas, ça va rien Ouais, changer. Et pour j'ai vraiment cette impression aussi qu'il y a eu un espèce de croisement, hop, sur le côté comme ça, là. En Voilà, fait, c'est ça. on propose des trucs, Ouais. mais c'est pas, voilà, c'est pas le, non. Ouais. C'est très très bizarre comme impression. Ouais, ouais, Surtout, c'est surprenant. enfin, moi je vais prendre le parti évidemment écolo, hein. Et surtout, on a toujours eu l'impression que il y a une partie, évidemment pas tous dans le mouvement, une partie du mouvement qui était en mode plus peut-être le gouvernement d'ailleurs que le mouvement,
c'est les contraintes écologistes, etc. Euh, alors que, comme tu disais, les travailleurs, les paysans, les paysannes de base, ils en parlaient à peine. En fait, ce sujet-là, c'était Oui, vraiment... c'est ça. on n'a pas de revenus, en fait. C'est ça le sujet Ouais, ouais. principal. Et ouais, il y a une espèce de déviation en disant, bah si, c'est les contraintes qu'on vous met. Non, c'est pas tout à fait ça, en fait, le sujet de Ouais, base. c'est ça. Ouais, c'est un peu Bah oui, c'est dommage. c'est un peu la facilité de trouver, je pense, un ennemi un peu tout, enfin, un Un ennemi bouc clair et émissaire. comme ça, Mm. voilà. Et c'est facile de dire, bon, bah, je pense que c'est plus facile de dire, on fait une pause dans les règles environnementales plutôt que de un peu essayer de changer le système pour se dire, on va mieux payer les paysans et paysannes, quoi. Ouais, complètement C'est pour d'accord. ça que mais c'est pour ça que je trouve que enfin, pour le coup, c'est aussi encourageant pour la suite parce que on se dit, bon, bah là, il y a quand même, il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de sujets qui sont liés à ça, moi, je pense, qui ont émergé aussi à ce moment-là. Parce que par exemple, enfin, il y a une des annonces du gouvernement, c'est de dire on va faciliter le curage des cours d'eau, notamment parce que c'est un sujet qui a émergé Oui. dans le Pas-de-Calais avec les inondations. Les agriculteurs, enfin certains agriculteurs ont demandé à ce qu'on cure les cours d'eau, donc c'est-à-dire on enlève un petit peu les sédiments des Mm. cours d'eau pour laisser l'eau passer et éviter, enfin, un peu laver les inondations, quoi. Sauf que tous les spécialistes disent que bah déjà c'est Faut pas pas faire forcément ça. efficace. Ouais. C'est pas une bonne idée. Clairement, voilà. Donc, enfin, apparemment, dans certains cas, on peut le faire, mais là, le faire à grande échelle comme ça et de l'autoriser un peu à tout va, bah, enfin, sur le plan de l'efficacité, ça ne marche pas. Et en plus, sur la biodiversité, c'est totalement Oui, moi j'avais été un déconseillé. petit peu renseigné là-dessus, effectivement. Déjà, l'impact direct, effectivement, hein, sur la biodiversité. Il y a des choses qui vivent, hein, de toute façon, dans les fossés, donc tu Bah oui, verras c'est que ça. tu as un impact. Mais surtout, euh, bon, effectivement, quand tu as une période d'inondation, ça part plus vite. Mais c'est un problème que l'eau parte plus vite aussi, parce Bah que oui, tu gardes pas l'eau pour les sécheresses qui peuvent arriver après. Ça part vers l'océan, quoi. Donc ouais, c'est oui, ça. c'est un problème aussi. Donc Donc, ouais, faudrait être plus dans des stratégies de créer des zones où ça peut s'inonder sans que ça fasse de dégâts, ouais. quoi. Mais bon, Des petits tampons, c'est compliqué, quoi. comme il en existe. Ouais. Alors, je veux bien que tu gardes la question au poney. C'est une question intéressante pour tout à l'heure, peut-être. Euh, on verra ça. Mais ouais, merci. Bah, de toute façon, moi, c'était aussi ça, hein, le sujet, entre guillemets, hein, du moment. Je pense que je vais un peu en reparler aussi demain matin, moi. Il y a Ouais. des petits trucs que j'ai trouvés là. Mais bon, c'est encore assez flou, on va dire, ce qui a été annoncé. Donc, on verra vers quoi Oui. ça va. Bon, c'est quand même pas bon signe, effectivement, pour la biodiversité. Notamment, il y a des choses qui ont été annoncées juridiquement. Ça risque d'être que. Je vois pas comment ils peuvent contrecarrer un truc qui est déjà en Oui. action. Typiquement, pour les zones humides, normalement, c'est pas faisable, ce qu'ils ont annoncé. J'espère, en tout cas, mais on verra. Bah, ouais, c'est surtout, enfin, après, c'est des détails techniques parce que il me semble que c'est sur la cartographie des zones humides, Mm. parce que donc, enfin, ça va permettre des aides de la PAC, donc de la politique agricole commune européenne, vont permettre d'aider ceux qui préservent les zones humides. Et donc, il va falloir, en fait, là, on est obligé de cartographier les zones humides pour pouvoir conditionner ces aides, sauf que personne n'est d'accord sur quel Ouais. outil utiliser. Et Et ça donc, fait des années, parce que moi, j'ai ouais, c'est bossé ça. dans un bureau de cartographie il y a 8 ans. Et c'était déjà en question. C'était déjà en Ouais, question, c'est ça. ça. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce que les fossés temporaires, on les met dedans ou pas? C'est surtout ça. Pour l'agriculture, c'est surtout ça. Parce que techniquement, c'est des zones humides. Parce que même quand alors, on a fait un live dédié aux zones humides, nous, vendredi, Oui. une zone qui n'est pas tout le temps recouverte d'eau, ça peut être considéré comme une zone humide, du moment que tu as une partie Ah de oui. l'année et que tu as des plantes typiques des zones humides, notamment, qui s'y retrouvent. Donc ouais, c'est... Parce que souvent, c'est des vues aériennes qui sont utilisées, en fait. Donc en vue Oui, c'est ça. aérienne, pour retrouver ça, ça peut être compliqué, hein. C'est toujours un problème d'envoyer des gens sur le terrain pour vérifier. Enfin voilà, ça peut être... on verra où Oui. ça va. Bon, Ouais. Mais c'est c'est... vrai que dans tous les cas, je crois que enfin, il y a un moment où il faut quand même qu'ils envoient quelque chose à l'Europe, à Mm. l'Union européenne donc il va falloir le faire, quoi. Ouais, il y avait un pourcentage minimum, je crois. Enfin, je sais plus, c'est toujours des histoires de chiffres, hein, mais Mhm. pour chaque pays, il devait y avoir un pourcentage minimum, il semble, qui participait à ça. Ouais. Hop. Bah merci pour ton retour sur les actus récentes.
On va passer, si je me trompe pas, je vérifie un petit peu mon fil conducteur, à des questions plus te concernant, on va dire. Ouais. Et notamment, première question. Ton rapport à la nature à l'heure actuelle et au cours de ta vie. Tu as un peu évoqué que tu avais grandi dans une zone un petit peu périurbaine, si on peut dire ça. Est-ce que tu as vu une évolution, toi, vis-à-vis, alors soit de tes connaissances, soit de comment tu percevais les choses, ton implication peut-être, je sais pas, au cours de ta vie et maintenant, ce qu'il en est. C'est assez large Oui, comme bah, question, je te laisse voir ce que ouais. tu veux en dire. Ouais. Ouais, parce que, enfin, justement, mon rapport à la nature, bah, un peu comme j'ai grandi dans une zone périurbaine, en soi, c'était, assez particulier parce que c'était quand même dans un milieu urbain, même si j'avais quand même accès à la nature, facilement. En fait, enfin, j'ai eu accès à la nature, une nature plutôt, qui était, bah, un peu menacée justement parce que, comme je le disais, moi, à côté de chez moi, il y a énormément il y avait des zones de forêt, des zones de champs, mais qui servaient de décharge sauvage, régulièrement, quoi. Et donc, enfin, je pense que justement, j'ai pas été, comme beaucoup d'urbains aujourd'hui, j'ai pas été, sensibilisé à la connaissance de la nature. Donc pour le coup, maintenant que je suis un peu plus ces sujets-là et que je fais attention, bah, je me rends compte de la totale déconnexion justement que j'ai et qu'on a avec la nature, enfin, en général et que mes connaissances sont vraiment basiques, là-dessus, quoi. Et donc c'est ça qui est, moi, je trouve enthousiasmant aussi depuis que je travaille sur, les enjeux de biodiversité, c'est qu'il y a cette chose-là de redécouvrir des choses que, bah, peut-être nos ancêtres savaient très bien et qu'il y a un petit jeu justement, bah, comme, tu peux le faire peut-être avec la reconnaissance des oiseaux, un petit peu un jeu d'apprendre ces choses-là Mm. et qui moi, je pense m'enthousiasme plus que de faire des fois des choses qui ont aucun sens, enfin qui ont plus de sens à de mon propre point de vue, comme, aller, faire juste un week-end, en Grèce, en Ouais. avion. Moi, finalement, maintenant, ça m'enthousiasme plus de me dire: «Bon, bah, je vais ce week-end, dans la forêt d'à côté» et j'essaye de reconnaître des espèces, qui sont juste à côté de moi, quoi, en fait. Donc pour moi, il y a un peu quelque chose de ludique et quelque chose de vraiment, un positif de me dire: «Bon, bah, il y a tout à redécouvrir, donc c'est chouette, quoi». Ah, c'est cool. Non, mais oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui recherchent une connexion, on va dire, plus forte aussi, Mmh de mh. manière générale, avec le reste de la Ouais, biodiversité. Et souvent, comme tu le disais, les gens manquent d'informations, en fait. ouais. Aimeraient connaître les espèces, n'ont pas forcément les outils. Il y a pas mal maintenant de choses qui sont plus accessibles, notamment sur le téléphone. Il y a des applications qui aident beaucoup, mais effectivement, bah, faudrait que ce savoir soit plus propagé, on va dire. Rien Mmh. que pour des choses assez simples comme la végétation, les oiseaux, les papillons, des Ouais, choses qu'on peut voir assez facilement, on va dire. ouais Déjà, et il y a une demande, on va dire, quoi, des gens à ce niveau-là. mmh mh. Et même, de manière, même plus enfin, plus proche même en nous parce que la biodiversité, c'est aussi, par exemple, la diversité, bah, génétique, la diversité des microbes. Donc Mm. même de redécouvrir, en fait, le fait que si on améliore la diversité de ce qu'on mange, par exemple, on va avoir un meilleur microbiote. Donc c'est aussi ça la diversité. Donc il y a énormément, en fait, de choses, même si on n'est pas vraiment dans un espace, «naturel», entre guillemets, même si on est en ville, chez soi, bah, en fait, il y a plein de choses à apprendre et à aller découvrir, quoi. Donc pour le coup, c'est vraiment enthousiasmant de se dire: «On peut apprendre tout ça», quoi. Ouais, ouais, puis en plus, bah, moi j'avais lu des trucs là-dessus qui disaient qu'effectivement les gens qui se déconnectaient ou qui avaient vécu toute leur vie en ville, souvent il y avait plus de phobie pour des choses Ouais. biologiques. C'est juste, en fait, c'est souvent par méconnaissance simplement que vraie peur de ces animaux, du risque. Ouais, la plupart des animaux en France, il y a très peu de risques, hein, clairement. Ouais. Donc c'est surtout ça. Et si ça peut permettre à des gens de mieux appréhender, on va dire, l'ensemble du Mmh. vivant, c'est vrai que c'est cool, quoi. On verra, hein, Mmh. j'espère que ça va évoluer, notamment peut-être dans l'enseignement scolaire de manière générale. Euh, Mmh. Bah voilà. oui, Je me dis c'est que c'est super. peut-être l'approche qui est la plus pertinente
de ce point de vue-là, mais Ah ouais. évidemment, après, quand tu es adulte, inciter plutôt. En fait, c'est créer un nouvel imaginaire, comme tu disais, peut-être se dire que c'est cool d'aller faire une balade en forêt plutôt que partir faire 300 km pour aller à la plage avec tout le monde, par exemple. Même si la plage, ça peut être cool aussi, hein, mais euh, Mm. vous voyez l'idée, en général. Voilà. Non, mais oui. Et C'est. surtout que ce qui est passionnant, c'est que il y a de plus en plus d'initiatives qui se créent justement pour un peu changer notre rapport au vivant et de le faire évoluer. Parce que, par exemple, là, la semaine dernière, donc on a fait un reportage sur ce qui s'appelle le micro-parlement des espaces naturels. Et donc, c'est une initiative justement qui cherche à trouver des solutions pour impliquer la biodiversité en politique. Et donc savoir comment on donne la parole à une espèce, je sais pas, justement une corneille, dans une décision locale, est-ce qu'on va impliquer tous ces écosystèmes-là. Et donc il y a plein de choses ils explorent un petit peu plein de pistes pour après peut-être trouver différents outils en fait pour le faire, quoi. Ouais, ça rejoint l'idée de donner un statut juridique aussi à certaines entités, Oui. soit du vivant, soit des paysages. Ça commence à être fait dans. Il y a des rivières, il y a des montagnes Mm. dans certains pays. euh, pour accorder une protection supplémentaire, en fait, hein, c'est généralement ça. Et Oui. souvent aussi pour mettre en avant ces lieux et leur biodiversité. Donc ça a un double Mm. rôle. J'espère que ça va se développer, en vrai, ça, on verra. Mais Ouais, oui, ça, ça se développe quand même pas ça mal a tendance, ouais. En Mm. Europe, moins, mais j'espère que ça va Oui, arriver. et ça prend du temps, mais C'est souvent en lien avec soit des choses assez historiques, assez symboliques d'un pays, soit en lien avec un peuple autochtone, souvent aussi. C'est oui. des lieux un peu symboliques aussi, un côté spirituel qui est associé souvent au lieu. C'est vrai que nous, dans notre société un peu plus industrialisée, etc., on a un peu perdu, je pense, ce côté-là. Bon, on va espérer qu'il y a des choses qui arrivent aussi. Il n'y a, y a pas de raison. J'espère, ça va arriver. Hop. Ouais. On va voir après. J'ai essayé de retenir ce que tu as écrit, petite sarcelle. On reviendra un peu plus tard là-dessus. On va continuer avec une autre question. Attendez, il faut que je retrouve mon fil évidemment, parce que j'ai trois trucs affichés devant moi. C'est pas simple. Ah oui, tiens, ça fait le lien justement avec ce qu'on évoquait. Est-ce que tu as eu, alors ça peut être très fluide, on va dire, au fur et à mesure de ce qu'on voit, ce qu'on apprend, etc. Mais est-ce qu'il y a eu une personne ou quelque chose, un élément qui t'a un peu fait un shift, un moment où quelque chose, une expérience que tu as eue, ou un truc comme ça, ou c'est quelque chose que tu as mûri tranquillement au fur et à mesure? Oui. Moi, il y avait surtout il y a eu un shift à un moment sur l'écologie en général, et c'était quelque chose de très banal. Enfin, pas banal, mais en soi, c'était une conférence. Et en fait, je me rappelle, c'était un lobbyiste européen, enfin, en fait, qui justement défendait l'idée de faire une banque un peu pour le climat. Et donc son idée, c'était de dire on peut mettre l'argent pour changer en fait la donne sur l'environnement. C'est très, enfin, en soi c'est simple, on a juste à collecter de l'argent et pour financer tous ces projets-là. Et en fait, je me rappelle parce que c'était une conférence où justement il y avait trois scientifiques au début, et donc vraiment, ça m'a marqué parce que c'était les trois se succédaient et c'était vraiment bon bah la situation est catastrophique, vraiment on va dans le mur, ça n'avance pas. Et donc lourd, et au final cette personne-là arrive à la fin et dit bah oui mais moi justement je me bats à Bruxelles, auprès des institutions européennes pour mettre en place cette banque pour le climat qui est pas compliquée concrètement, qui continue un peu dans notre logique, donc facilement applicable, quoi. Hmm. Et là je suis rentré et je me suis dit oui, oui c'est vrai que enfin il y avait un peu justement le passage entre la situation, le constat qui était alarmant, et en fait le fait que bah, c'est pas si compliqué finalement de mettre en place des solutions. Et là je me suis dit oui, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on se bouge, quoi. On peut faire quelque chose. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça a changé et que je me suis dit bon bah j'ai envie de faire ça toute ma vie, un peu de vrai aussi pour l'écologie, quoi. Tu sais si, alors tu te rappelles peut-être pas du nom, mais de cette conférence ou si c'est retrouvable Non, en ligne ou.
Je m'en rappelle pas, j'étais en études à ce moment-là à Ouais. Lille, justement. Mais donc, mais il faudrait que je peux essayer de retrouver et Après, oui, si tu trouves ça après le live, si jamais t'as le mmh, temps, après c'est pas trop grave, hein. On pourra le ouais, remettre effectivement dessous. Mais ouais, je pense que ça arrive à pas mal de monde ça de. Ah, je sais pas si on peut dire que c'est un chiffre, mais de se rendre compte en fait les solutions existent. C'est juste ouais, que souvent ça doit passer par des réglementations, ça doit passer, enfin faut qu'il y ait une volonté on va dire. Et quand mmh, tu t'en prends compte, tu te dis ah ouais mais en fait on peut faire des trucs quoi. Faut juste se bah, oui. bouger. Et Euh, c'est pour ça que les médias ont aussi un rôle important, c'est que parce ouais, que quand on regarde les médias traditionnels, on a l'impression que, bah, non, c'est pas possible de changer, c'est la trajectoire est comme ça. Alors que quand on a des espaces un peu des pas de côté, justement, ça nous permet de prendre conscience de ce type de choses, quoi. Et c'est aussi, moi, ce qui me motive en me disant que, bah, si on fait, par exemple, à la Corneille, bah, des articles, des contenus ou même des événements, comme on va organiser un peu, où il y aura un peu ce format conférence et bah, ça peut aussi, peut-être, ouais, ça diffuse. voilà, Mm. permettre à des gens comme moi de, finalement, avoir une illumination et de se dire: «Bah oui, en fait, C'est c'est vrai, bon, quoi». c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, en plus, enfin, on le voit en ce moment, hein, il y a de plus en plus de gens qui font des reconversions professionnelles parce qu'ils se rendent compte qu'en fait leur activité, leur métier, soit de leur point de vue leur pose question, soit avoir un vrai impact sur l'environnement. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même je sais pas, un espèce de mouvement de fond qu'on voit pas forcément trop. Mais quand Ouais. tu parles avec les gens, tu les questionnes, tu sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément déjà en train de changer leur truc, mais au moins en interrogation. Enfin, moi j'ai cette impression, je sais pas Mmh. si tu trouves aussi, mais Ouais, ouais, bah, depuis oui, j'ai la l'impression que période confinement, là, notamment, mmh, il y a beaucoup de gens ouais, qui ouais, commencent à réfléchir à tout ça, quoi. mmh. Bah, c'est pour ça que c'est aussi sur il y a de grosses interrogations sur le sens qu'on donne à sa vie et donc le sens qu'on met dans son travail Mm. et donc c'est pour ça que même les gens qui sont pas forcément sensibilisés aux problématiques, environnementales, je pense que justement tout le monde ressent un peu ce sentiment qu'il y a un truc qui déconne et que, bah, en fait, ce système, et que ça commence à n il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. Et Ouais, donc, c'est pour ça que le fait de même enfin, bah, l'environnement peut aussi être une solution pour ces personnes-là de se dire: «Bon, bah, voilà, oui, je me sens mal, j'ai une perte de sens» et bah, le fait de se dire: «Bon, bah, il y a un projet qui existe un peu entre guillemets et il y a des solutions», ça permet d'aussi, de se motiver, de trouver un but, quoi. ouais. Et du coup, j'enchaîne avec la question d'après qui peut faire un petit lien peut-être. Euh, alors, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais du coup, tu pourras peut-être proposer un truc. Mais je sais pas si tu as eu des engagements militants ou associatifs déjà, ou s'il y a un mouvement, une association, quelque chose que tu souhaites mettre en avant, justement, peut-être pour que les gens s'y Ouais. intéressent ou autre. Bah, parce que justement, enfin, moi, après cette conférence, cette fameuse conférence-là, bah, du coup, je me suis mis un peu à fond dans le mouvement climat et donc je me enfin, justement, souvent, on montre un peu le schéma, de la prise de conscience, écologique où on passe par différentes phases et donc justement, je suis passé par les phases où je me suis engagé dans Extinction Rebellion à l'époque, Ok, ça venait un peu de débarquer, en France, quoi. Donc j'ai fait quelques actions avec eux. Je me suis engagé surtout, là où j'étais dans l'école, dans dans un peu des, associations d'écologie plus concrètes, donc faire des ateliers, des choses des paniers de légumes par exemple, un peu des AMAP, donc ok, participer à ce genre de choses et donc je me suis enfin voilà, donc il y avait ça et donc après, ça a été plus par, l'engagement journalistique et c'est passé, enfin, j'ai fait des magazines aussi, vraiment, tournés sur l'écologie, à ce moment-là et en fait, je pense que je suis passé à une autre phase où justement maintenant je préfère un petit peu, voir ça, en tant qu'observateur, un petit peu, voir les enjeux plutôt que m'impliquer directement, même si en soi, on est entre guillemets enfin, de fait, on est un peu engagé par, le sujet qu'on a choisi, c'est-à-dire la biodiversité, c'est quand même un choix et c'est quand même, un
soit engagé, quoi. Mais je suis un peu plus distant par rapport aux associations parce que je pense que c'est aussi la déontologie journalistique de justement de pas tomber vraiment dans le discours des associations et de peser un peu le pour et contre et de même si une association présente quelque chose, que ce soit un fait ou une action, ça sera son point de vue et nous, en tant que journalistes, on doit le vérifier, on doit le contrebalancer parce que bah, c'est quand même, il y a un intérêt derrière, quoi. Ouais, puis même d'un point de vue, on va dire, je sais pas comment expliquer ça, mais ça peut être reproché en plus. Enfin, je veux dire, si Oui. t'es journaliste et que tu as un engagement avec une association, ça peut complètement te retomber dessus. Donc, je comprends qu'il faille faire attention quand même, quoi. Oui, oui, et même, enfin, dans tous les cas, pour, bah, quand même, pour avoir la vérité, c'est une mauvaise idée d'être engagé avec une association qui va forcément avoir un intérêt. Parce que, par exemple, je prends un exemple, bah, justement, c'était Camille Etienne qui était engagé justement contre le forage en haute mer en Norvège Ouais, et qui a justement présenté un peu, au début en tout cas, heu, la décision du parlement norvégien comme une victoire, alors que, quand les journalistes ont creusé un peu plus, on s'est rendu compte qu'en fait c'était une victoire vraiment en demi-teinte parce que c'était une décision qui était juste entérinée et que ça fermait pas du tout la porte au minage, en haute mer. C'était juste, le fait de dire: «Bon, bah, voilà, on laisse un peu de temps», mais c'était déjà, prévu comme ça des mois avant. Donc là, ouais. si on suit et en fait, c'était par exemple, là, c'était vraiment heu, la la seule sur place. Donc tous les méd enfin, il y a eu plein de médias qui sont un peu tombés dans le panneau parce que, bah, Camille Etienne disait: «Oui, c'est une victoire» et donc il y en a beaucoup qui écrivaient que c'était une Ouais, victoire alors c'était qu'en un peu fait le point relais, on va dire, quoi. voilà. Ouais. Donc tout ça pour dire qu'il faut, des fois faire attention en tant que journaliste, on essaye de prendre un peu de Ouais, au distance, niveau quoi. de tes sources, ouais, Voilà. je comprends complètement. Ok, ok. Mais justement, on s'appuie énormément sur le travail des associations parce que, on pourrait pas faire énormément de sujets sans elles parce qu'il y en a beaucoup qui font des rapports, qui Mm. mettent en place des initiatives, justement, créer de l'information et donc sur lesquelles les médias s'appuient, forcément, quoi. Donc on travaille aussi, entre guillemets «grâce à elles» aussi également, quoi. Ok, non, bah c'est cool d'avoir expliqué un peu ça, effectivement. Alors moi, j'en ai un peu parlé aussi de mon côté de l'engagement militant, notamment, ou associatif. Et en discutant après, quand tu prends de l'âge, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais euh, il y a beaucoup de gens, en fait, déjà, ça arrive de faire un burn-out militant, déjà, faut faire attention à ça, hein, déjà. Mais Mmh. surtout, c'est fluctuant, en fait, au cours de sa vie. Ça va dépendre évidemment du métier que tu peux faire, mais aussi voilà, de ce que tu as autour de toi dans ta vie, de ta famille, de tes revenus, que sais-je, de tes moyens de déplacement même. On peut être militant pendant un moment, prendre du recul, complètement arrêter même, pour revenir après. Enfin voilà, faut pas se dire, s'il y a des gens qui se posent la question, hein, faut pas se dire que faut vraiment tout le temps être engagé. Voilà, il y a très très peu de personnes qui font ça, hein, en la réalité, parce que comme je disais, ça peut moralement peser beaucoup. Donc protégez-vous quand même un petit peu là-dessus, faites attention à ça aussi. Puis on peut être dans une posture un petit peu en retrait et quand même avoir une action, quoi. Donc voilà, Mmh. c'est important de le rappeler. Tu l'as bien dit aussi un peu. C'était un peu différent, mais Ouais. de ce point de vue-là. Mmh. On est arrivé à un moment un petit peu particulier de ce live. Les gens qui connaissent la chaîne, on a une spécificité sur cette chaîne qui peut être demandée par les gens qui regardent, qui s'appelle le Focus Nature. Et dans Causerie Nature, je demande aux invités de me proposer une espèce qu'ils aimeraient mettre en avant. Et me direz-vous, mais c'est la corneille, ils vont mettre la corneille en avant, j'imagine. Et après discussion, non, nous avons décidé de mettre une plante en avant, qui peut être bénéfique aux oiseaux, donc il y a quand même un lien, hein, entre les deux. Nous avons décidé de mettre en avant une plante que vous connaissez certainement, qui s'appelle le lierre grimpant. Alors évidemment, le principe c'est de faire un petit zoom. On va regarder une petite vidéo assez courte, hein, qui dure 4 minutes 30, je crois. Pourquoi tu avais envie de mettre cette espèce en avant? Bah, déjà parce que enfin,
c'est quand même dans l'idée de la corneille, mais bon, j'imagine que ton public, connaît un peu plus les oiseaux peut-être, Un petit peu, ouais, que un petit peu. un peu voilà. Mais parce que pour expliquer justement le nom de la corneille, on l'a choisi parce qu'en fait, on est beaucoup et beaucoup de gens, pensent souvent quand on voit des oiseaux noirs en ville, on a l'impression que c'est des corbeaux. Alors qu'en fait, le plus souvent, ce sont des corneilles. Mm. Et donc c'est un peu l'idée de dire que voilà, comme je le disais, on a un peu perdu ses connaissances sur le vivant, sur la biodiversité. Et donc voilà, prendre l'image de la corneille, c'était de dire, c'est en plus un oiseau assez mythique. Et enfin dans l'histoire, il y a pas mal de références à cet oiseau-là. Et donc justement de dire, bah, on va essayer de réapprendre aussi ses connaissances sur le vivant. Et donc, pour un peu continuer dans cette démarche, on met souvent en avant des espèces animales. Et donc, bah, on s'est dit que voilà, mettre en avant cette fois-ci une espèce végétale, une plante, et qui plus est justement une plante qu'on a souvent considérée comme mauvaise, qu'on a essayé d'arracher à tout va, Mm. et qui en fait est bénéfique pour les écosystèmes, bénéfique pour les oiseaux, bénéfique pour les pollinisateurs, et qui en plus n'étouffe pas les arbres, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ouais, et peut être même utile et intéressante pour l'homme. On va le voir d'ailleurs dans la vidéo. J'ai trouvé une vidéo très très bien. Bon, il y a des gens qui connaissent, je pense, la chaîne qu'on va regarder, qui fait le lien justement entre les usages que l'homme peut avoir et toute l'importance que ça a pour la biodiversité. Vous allez voir ça. Alors, je prépare la vidéo. Normalement, tu as accès via l'outil, le Mm. lien que je t'ai envoyé. N'hésite pas à te mettre dessus pour que tu sois synchro, on va dire, avec moi. On va remettre la scène comme il faut. Vous allez avoir une petite vidéo qui dure 4 minutes 30 à peu près, je crois. Hop. Qui fait un tour d'horizon un petit peu de ce qu'est le lierre grimpant déjà et quel est son rôle et son utilité, on va dire. Et vous allez voir, une vidéo qui fait avec deux personnes que certains ou certaines doivent connaître. Je vous laisse la surprise, mais à mon avis, il y en a qui vont dans le chat reconnaître des gens. Allez, c'est parti. Tu me dis si c'est bon pour toi quand je lance, si t'as le son et la vidéo se lance. C'est bon. C'est bon. N'hésitez pas à me dire s'il faut monter un peu le son. Bonjour chers amis, vous êtes sur la chaîne monter YouTube du d'avance. Chemin de la Nature et aujourd'hui j'invite Julien de la revue La Salamandre qui a aussi la chaîne YouTube génialissime, la Minute Nature, et on va vous parler du lierre grimpant. Bonjour, c'est parti. Le lierre grimpant, c'est une plante, mais plus précisément une liane arborescente. Arborescente parce que finalement ça fait du bois comme un arbre qui va avoir quelques usages pour nous les humains, Homo sapiens, mais qui en plus va avoir des interactions très intéressantes avec la biodiversité, les animaux notamment, et ça c'est Julien qui va vous en parler, l'expert des animaux. Rapidement, pour identifier le lierre, franchement, c'est pas compliqué. Vous avez deux types de feuilles, la feuille la plus connue qui est la feuille lobée, et la feuille des rameaux qui font les fleurs et les fruits qui va être une feuille ovale. Pour les usages, on peut utiliser en lessive les deux feuilles, les deux types. Donc on les fait infuser un bon moment, on filtre et ça va aider à nettoyer les vêtements, plutôt tissu foncé, parce que sinon ça risque de colorer un petit peu les tissus blancs et très clairs. Voilà, ça contient des tensioactifs naturels. Et en médicinal, on fait plutôt des sirops, par exemple, avec les feuilles lobées qu'on va faire sécher, qu'on fait un sirop qu'on utilise pour la toux. Et on peut également utiliser les infusions toujours faites avec les feuilles séchées en application locale comme tonique veineux, mais aussi pour certains problèmes de peau comme les cors ou encore l'eczéma. Voilà, maintenant Julien va vous parler de l'intérêt du lierre pour la biodiversité, les insectes, les animaux, etc. Ah bah, petit Alors merle. déjà le lierre c'est une liane mais c'est pas un parasite, c'est une plante qui utilise l'arbre comme support pour monter tout là-haut à la lumière du soleil. Et par conséquent, ce n'est pas une plante qu'on doit forcément arracher, c'est une plante extrêmement utile, en plus des usages que tu viens de donner, parce que le lierre, c'est un refuge pour énormément d'animaux, énormément d'oiseaux qui font leur nid à l'intérieur de son feuillage qui est persistant. Par exemple, le merle noir, il adore nicher là-dedans. En hiver, il y a aussi beaucoup d'insectes, beaucoup de papillons qui s'abritent dans le feuillage du lierre. Par exemple, le joli papillon citron qui passe l'hiver adulte et qui sort au printemps dès le mois de mars. Et puis le lierre, c'est une plante un peu décalée, parce que en fait, c'est une liane qui appartient à une famille de plantes tropicales
Il n'a pas réglé ses saisons tout à fait juste par rapport à nos climats européens. Et c'est très particulier parce qu'en fait, il fleurit très tard au début de l'automne. Donc ces fleurs sont une véritable aubaine pour les butineurs, en particulier pour les abeilles qui butinent énormément sur les fleurs de lierre en automne. C'est des fois très spectaculaire. Et cette plante qui est décidément décalée se décide à faire des fruits qui vont mûrir au début de l'hiver et qui vont donner des baies qui ne sont pas très bonnes à mon avis, parce que les oiseaux, tant qu'il y a autre chose, ils ne vont pas forcément les manger, mais souvent en fin d'hiver, c'est ça qui peut vraiment les sauver et leur faire passer le cap jusqu'au retour des beaux jours. Donc bref, le lierre, c'est vraiment une liane super utile. Vive le lierre, chers amis. Donc pensez à ne pas l'arracher déjà et à expliquer aux gens qui ont tendance à l'arracher, à dire que c'est pas bien, peut-être ne plus l'arracher. On voit de plus en plus des panneaux qui expliquent ça, donc pourquoi pas proposer à vos communes, à vos villes, d'en mettre dans les bois, dans les forêts pour que tout le monde le sache et qu'on aime cette liane arborescente. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre des petits commentaires, un j'aime, et si vous voulez apprendre plus sur les connaissances de la nature, n'hésitez pas également à suivre nos formations en ligne et nos formations sur le terrain. Les liens sont dans la description. Et si moi, vous voulez en apprendre plus, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube, La Minute Nature, avec une nouvelle vidéo chaque semaine. Trop chouette. Vive la Minute Nature, vive le chemin de la nature et à bientôt. Et voilà, petite vidéo qui nous fait savoir un peu plus de choses. Bon, il y a beaucoup de gens, j'imagine, dans ma communauté qui connaissaient les bienfaits et les intérêts de tout ça. Si vous ne connaissez pas, évidemment, je recommande grandement d'aller voir ce que produit le Chemin de la Nature et la Minute Nature, qui sont deux chaînes très intéressantes. Le Chemin de la Nature, c'est quelqu'un qui va conseiller notamment des choses avec des formations pour apprendre à mieux connaître la biodiversité végétale et champignons. Et la Minute Nature, c'est une chaîne YouTube qui est montée par les personnes qui gèrent la revue La Salamandre, que vous connaissez certainement. Donc très intéressant également. Et pour compléter un petit peu tout ça, alors on va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais je vous mets dans le chat un article d'un site qu'on connaît un petit peu sur la chaîne qui s'appelle Ornithomédia, qui a été rédigé pour montrer l'utilité, comme c'était un petit peu évoqué dans la vidéo, pour les oiseaux de cette plante, que ça soit en termes de nourrissage, mais aussi pour construire son nid. Parfois, il y a des oiseaux qui vont faire leur nid dedans, et ça peut servir d'abri aussi pendant les périodes où la météo est pas très favorable, on va dire. Donc c'est toujours cool. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire en plus sur cette plante incroyable? Non, moi je pense que justement c'était bien résumé et justement aussi on est en lien avec le chemin de la nature et la salamandre parce que on a aussi des partenariats avec ces deux organismes, notamment pour en fait on renvoie aussi une partie de nos lecteurs vers la salamandre et du coup il y a un code promo aussi et pour le chemin de la nature pareil, donc c'est marrant aussi que ce soit justement donc on est lié, voilà, il y a un écosystème aussi de tous ces organismes, tous ces médias qui parlent de sujets, donc c'est chouette. Ouais, c'est cool, hein. Très bon travail qui est proposé de leur part. Ouais. Hop, alors je regarde, là, je vois que l'heure avance un petit peu. Je pense qu'on va faire une dernière question, puis après on prendra, il y avait au moins 2 questions ou 3 qui ont été retenues dans le chat. On va faire une dernière question que j'avais préparée, puis après on prendra un petit peu les questions du chat. Alors tout à l'heure tu as évoqué rapidement effectivement que tu avais eu un déclic avec une conférence que tu avais vue. Mais potentiellement, d'ailleurs vous l'avez un petit peu fait sur la corneille, est-ce que... superposition des questions, on n'a rien vu. Est-ce que dans les choses que tu as peut-être lues, vues, écoutées, tu as des choses à mettre en avant, soit des livres, des films, je ne sais pas, des chaînes YouTube, que sais-je. N'hésite pas, si tu as des choses que tu as envie de mettre en avant, tu peux le faire. Justement, là, comme on a travaillé sur les BD autour de la biodiversité, franchement, je trouve que c'est un bel outil pour commencer à s'initier à un petit peu des sujets complètement divers. Parce qu'il y a notamment, là où je viens de finir
une BD qui s'appelle l'Oasis. Et en gros, Mm. donc c'est sur une famille qui décide un peu de laisser son jardin évoluer librement et d'en faire un peu un havre de biodiversité. Et je trouve que pour le coup, ça donne vraiment envie, ça donne des idées et c'est plutôt bien fait. Donc c'est pareil, enfin là, je vous invite à aller voir notre article sur les différentes BD. On explique un peu tout ça. Ouais, j'ai mis le lien dans le chat, on le mettra dans la rediff sur YouTube, évidemment. Mais ouais, n'hésitez pas, il y a des choses sympas qui sont proposées. J'en ai lu quelques-unes pour ma part. Donc, ouais, c'est très très cool. C'est une bonne approche, je trouve, la BD aussi. Même des fois, tu as des adaptations, bon, on l'a vu avec pas mal de choses. La BD Algues Vertes, qui a été faite aussi, après il y a eu plein de choses sur ce sujet-là. Tu as eu certains livres aussi, alors je sais plus c'était quoi le titre de base, du Forestier qui avait écrit, Oui, je crois qu'il y a 3 livres, il y a une adaptation graphique qui est sortie il y a pas longtemps d'un de ses bouquins là. la vie secrète Oui, des arbres, il c'est me ça, semble. La vie secrète des arbres. Donc on voit que c'est un média qui est encore très utilisé. Enfin, ça permet de mettre en image vraiment des choses très cool, quoi. Donc, justement, on parlait d'imaginaire, bah, c'est un bon outil, je pense, pour amener un imaginaire, un nouvel imaginaire, on va dire, de ce qui peut Ouais. exister et de ce qu'on peut faire aussi, potentiellement. Le cas que tu as pris, notamment, là, de laisser libre cours à son jardin, là, Mhm. ça peut montrer que ouais, la biodiversité s'installe, en fait, naturellement, quoi, dans ces cas-là. Très, très Ouais. cool. Ouais. Alors, je sais que quelqu'un, normalement, de la modération avait récupéré quelques questions. Je veux bien que tu m'en postes une, si tu les as encore dans le chat, comme ça on va reprendre un petit peu les questions. En attendant, tiens, j'en profite le temps que... Sur Discord, ok. Je vais les récupérer. Hop, en attendant, j'en profite, tiens, pendant que je fais les recherches, que ça ne reste pas blanc, j'avais une question au cas où. C'est tout prévu. Oui. Euh, Est-ce que tu as un lieu naturel, un lieu voilà, que tu aimes bien, que tu aimerais mettre en avant. Si possible, évidemment, quelque chose qui est accessible à tout le monde. On va pas faire arriver 50 000 personnes dans un lieu qui n'est pas accessible facilement. Mais voilà, un milieu naturel ou je ne sais pas. Ça peut être une zone géographique, ça peut être voilà. S'il y a quelque chose qui Oui. qui t'a marqué, Parce que que tu as ce envie qui de me, mettre en avant, n'hésite pas. ouais, je pense que ce qui me vient en premier, bon, c'est pas, enfin, c'est assez connu, mais c'est le Marais Poitevin. Parce que justement, j'ai travaillé en tant que journaliste dans la presse locale, donc la Nouvelle République, qui est un peu le journal local dans ce coin-là, donc à Niort, qui est dans un peu le parc, qui fait partie aussi de la zone protégée du Marais Poitevin. Et je trouve que vraiment, c'est un lieu où il y a un petit peu toutes les problématiques qui sont concentrées, parce que donc c'est là aussi où on a toutes les enjeux sur les méga-bassines, sur l'eau, qui est hyper important. Et en fait, le Marais Poitevin, c'est aussi vraiment tout un espace qui a été forgé par l'homme au fur et à mesure du temps. Et sauf que pendant longtemps, justement, il y a eu un bon équilibre finalement entre l'utilisation de l'homme, le fait de creuser des canaux et la biodiversité, et qui, enfin, au fur et à mesure, est en train de s'effondrer et de se déséquilibrer. Et Mm. donc, je pense que voilà, c'est intéressant de visiter. Bon, c'est très beau, mais il y a aussi enfin, peut-être une visite aussi de ce qui est autour. Donc, parce qu'il y a énormément de grandes zones agricoles intensives, justement, et un peu voir les différents projets qu'il y a, notamment autour des méga-bassines, autour de Ouais. l'utilisation de l'eau. Je trouve que c'est un espace qui est vraiment intéressant, quoi. Hop. J'ai une Ouais. première question, alors on va voir si ça va apparaître comme il faut, parce que je suis en train de faire les modifications en direct. On y croit. J'ai peur que ça déborde. Sur, c'est fait de façon artisanale cette émission. Hop, alors on va voir, attention, suspense. Ah oui, ça déborde un petit peu. Attendez, je recadre. Vous n'avez rien vu. Hop, première question du chat. Est-ce que vous avez abordé les sujets de la science participative? J'imagine que c'est une question vis-à-vis de La Corneille, du média La Corneille. Est-ce que vous comptez peut-être aborder ce sujet prochainement? Oui, bah justement, c'est quand même, ouais, c'est quelque chose de prévu, parce que surtout dans notre un peu la rubrique justement agir,
pour savoir comment, un peu les solutions envisagées sur les enjeux de biodiversité, que c'est quand même un sujet énorme. Parce que justement, comme je disais au début, il manque énormément de connaissances sur la biodiversité. Et il y a beaucoup en fait, de choses qu'on sait aujourd'hui qui sont qu'on connaît grâce au programme de sciences participatives. Donc je pense que même en fait, on sous-estime parce que souvent, enfin, personnellement, j'ai l'impression il y a beaucoup de sujets dans les médias quand même, un peu sur les sciences participatives, qu'on en parle. Mm. Et souvent, on a l'impression que bon, c'est un truc pour les initiés, les amateurs, et que c'est pas très important, quoi. C'est un peu pour faire plaisir et pour se sensibiliser. Alors qu'en vrai, il y a une vraie utilité au niveau scientifique. Il y a juste récemment, là, j'écoutais en fait la leçon inaugurale au Collège de France parce qu'il y a une chaire spéciale sur la biodiversité, un secteur spécial sur la biodiversité. Et celle qui préside ce département disait clairement, sans les sciences participatives, on a presque rien au niveau elle, sa spécialité, c'est sur les pollinisateurs et un peu justement en agriculture. Et elle disait que voilà, Oui, c'était vraiment il y a un important. outil effectivement de sciences participatives sur le pollinisateur qui se développe, Ouais. qui est assez cool. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a prévu de traiter prochainement. Déjà pour, tu vois, pour faire le lien, il y a eu, alors c'est 2 fois par an, après on peut le faire toute l'année, hein, je l'ai expliqué. On a fait un live, nous, sur la chaîne, avec la Ligue de protection des oiseaux, pour le comptage national des oiseaux des jardins, qui avait lieu le dernier week-end de janvier. Il y en a un autre qui a lieu le dernier week-end de mai. C'est un truc qui se fait pour un peu remettre ça, on va dire, en avant, mais la structure, le site où on fait ça, on peut s'inscrire et on peut faire un comptage toutes les semaines si on a envie. Le protocole est un petit peu différent, c'est moins long. Là, dans le cadre du comptage, c'est 1 heure, si je ne me trompe pas, il faut regarder ce qui se passe. Mais comme tu disais, ça a vraiment une très très forte utilité parce que c'est les chemins, les jardins privés, évidemment que les scientifiques déjà voilà, ont pas accès. Et il y en a énormément. Enfin, sur toute la France, c'est impossible de faire un suivi scientifique classique. Et avoir la participation des gens, ça permet d'obtenir des données qu'on n'aurait jamais vraiment, on n'aurait jamais pu les avoir, hein, clairement, sans la participation des gens. Et en plus, comme on l'évoquait tout à l'heure, ça permet de reprendre parfois contact avec un élément voilà, on allait parfois juste faire son potager et on regardait pas forcément trop. Ou alors même pire, on disait bah ouais, les autres, les animaux, les insectes et tout, à part bouffer mes légumes, c'est pas cool, quoi. Donc ça permet aussi de retourner un petit peu le truc. Donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Et parce que justement, je vois dans le chat qu'ils disent c'est moins facile de compter les pollinisateurs que les oiseaux quand même, mais justement il y a aussi ça concerne tous les publics parce que il y a des amateurs, des gens qui connaissent pas forcément les sciences naturalistes et qui peuvent aussi le faire. Et il y a aussi des professionnels parce que par exemple pour les pollinisateurs, il y a des programmes de sciences participatives avec des agriculteurs et des agricultrices qui justement participent au comptage des pollinisateurs ou où ils renseignent l'utilisation des pesticides, etc. Donc ça concerne vraiment tout le monde, quoi. C'est plus large. Il y a aussi, je crois, un truc avec les plantes mycicoles, c'est les fleurs qui vont pousser dans les champs de culture, en fait. Hein. Je simplifie, mais c'est un peu l'idée. Et justement, c'est les professionnels, surtout, tu vois, qui sont impliqués là-dedans. Donc, c'est pas forcément que le grand public, effectivement. C'est bien de le préciser, ça. Avoir des trucs qui englobent un petit peu tout le monde, ça permet aussi de refaire les liens, parfois, avec des gens qui se seraient pas parlé, hein, clairement, sinon. Donc, c'est ça. Tu te retrouves à une conférence où tu as le rendu, par exemple, des résultats qu'ils ont obtenus. Des fois, tu as des gens qui n'ont pas du tout le même profil, qui ont quand même fait tout ça, il y a des ponts qui se forment, en fait. Donc c'est ce qu'il faut, hein, de toute façon, c'est clairement ce qu'il faut. Je refais le lien, dans ma tête, ça fait des liens avec tout ce qu'on a dit, tu vois, sur le live. Avec le monde agricole, notamment, on a trop tendance, enfin pas nous, hein, mais les médias, certains politiques, à faire une rupture entre l'écologie et l'agriculture, et pour moi c'est tout le contraire en fait. Les deux sont complètement liés. Et il y a certains qui commencent à s'en rendre compte, qui ont des pratiques agricoles un peu différentes, mais effectivement il faudrait que ça soit plus généralisé. Là malheureusement il y en a certains qui attisent un peu l'opposition des deux groupes. Moi, j'espère que ça va évoluer, ça.
Mais bon, ça commence hein, tranquillement. On verra vers quoi ça va. Il y a un truc sur les messicoles, mais j'ai plus le nom. Quelqu'un qui demande dans le chat. Il y a quelque chose qui existe, mais je ne me rappelle plus exactement. Oui, petite sarcelle qui aime beaucoup les plantes, c'est pour ça qu'il y a des questions là-dessus. Mais ouais. Je regarde vite fait. Alors, il y a des questions qui sont très longues, je vais te les dire. On va enlever ça. Je vais te dire un petit peu à l'oral comme ça. Après, s'il y a des gens qui ont vite fait des questions, je pense qu'on va bientôt conclure de toute façon. N'hésitez pas à poser les questions qui vous viennent en tête. Il y a des gens qui nous parlaient, parce que tu as évoqué que tu avais fait ta formation sur l'île. Il y a quelqu'un qui nous disait au début du live qu'effectivement, il y avait des actions, des engagements écologiques dans certaines parties de la ville, notamment au niveau de la gare Saint-Sauveur. Je connais un peu aussi, parce que j'ai vécu un peu là-bas. D'ailleurs, la gare, cette partie-là, c'est une ancienne gare désaffectée, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. C'est surtout le lieu actuel, c'est un lieu culturel, on va dire, hein, les bâtiments, mais il y a pas mal de terrain autour. Et c'est compliqué, on va dire. Là, oui, moi j'étais justement. Si tu as des choses à dire, les gens se demandent un peu si tu as suivi un peu ça. Complètement. Voilà. Moi j'ai même. J'habitais juste à côté, donc on connaissait quand même pas mal l'association qui défend le lieu. Et même nous, avec une amie, on s'occupait de poules sur la friche Saint-Sauveur. On avait installé des. C'est ce que disait la personne dans la question. Le cas des poules. Ah, d'accord, ok. Ah, mais c'est pour ça, ok. Je trouve que c'est quelqu'un que tu as connu, qui t'a croisé là-bas. Oui, je pense que c'est quelqu'un que je connais, parce que pour savoir ça, c'est quand même. Oui. Mais oui, du coup, j'imagine que tu connais aussi, et que dommage. En fait, le projet, c'est pareil, c'est un projet ils veulent construire une piscine et énormément de bâtiments, de logements, de bureaux sur cette ancienne friche industrielle, mais qui maintenant il y a une nature qui s'est un peu recréée à cet endroit-là, et il y a tout un écosystème aussi hyper intéressant. Et en fait, c'est pareil, c'est un projet qui est contesté depuis des années. Et là, dernièrement, donc cet été, ils ont quand même ils ont commencé à virer tout ce qui était sur cette friche là, et à grillager pour commencer les travaux. Oui. Donc là, c'est vraiment. Wow. Ouais. Donc là, c'est compliqué. L'association qui historiquement s'y oppose essaye de trouver comment faire des recours ou comment retarder le projet. Mais là, les travaux pourraient commencer très bientôt, quoi. Ouais, parce qu'en fait, de ce que j'avais compris, l'idée c'était de réaménager cette zone en quartier écolo, on va dire, je simplifie beaucoup, avec au milieu une piscine. Voilà. Oui, c'est ça. Et au début, ils voulaient faire quand même une fosse de plongée aussi, de plusieurs mètres de profondeur. Ça, normalement, ils l'ont abandonné, mais bon, ça reste quand même un gros projet. Et il y avait un contre-projet plutôt sur... il y en a peut-être d'autres, hein, mais celui-là, j'avais entendu parler, dans l'idée de jardin participatif, collaboratif, un petit peu, ce qui était assez intéressant, je trouvais, moi. Bon, apparemment, ils sont partis, ils ont réussi à aller vers l'idée principale de créer un quartier, voilà, en mettant une piscine au milieu. Voilà. Il y a plusieurs choses qui sont... parce que le sol, de ce que j'avais compris, n'était pas forcément hyper... voilà. C'était une ancienne gare, donc oui, peut-être des polluants un petit peu, quoi. Ouais, il faut faire attention quand même. Donc, ouais. Mais oui, mais en tout cas, c'est dommage parce que Lille, c'est quand même une des villes les plus minérales de France. Il y a très peu d'espaces verts. À part la citadelle. Donc, à part la citadelle, voilà. Et compliqué, je crois que, les statistiques, je crois qu'il y a 7 arbres par habitant. C'est pas beaucoup par rapport aux autres. Puis c'est très localisé, quoi, surtout. C'est très mal réparti. Et donc là, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que c'était un des derniers espaces verts qui était aussi proche du centre-ville, et qui va sûrement être bétonné, artificialisé, quoi, aussi. Ouais, c'est ça. Je regarde vite fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions encore un petit peu? Il nous reste, je pense qu'on va finir vers 22h, donc quelques minutes. Je regarde vite fait si j'avais une autre question qui a été évoquée à Petite Sarcelle aussi, qui demandait est-ce que tu connais un petit peu, j'imagine que oui, hein, vous travaillez peut-être ensemble, tu l'as un peu évoqué, mais en relation avec les différents acteurs,
vraiment de la biodiversité comme l'ECN, les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux, les associations, tout ce qui est directive, etc. Est-ce que vous avez déjà eu des relations, des contacts, on va dire, avec ces personnes dans le cadre de votre Oui, activité? bah justement, pour les articles, on a souvent des contacts avec ces structures-là et c'est ça qui, enfin, c'est bien ou pas bien, mais comme encore une fois, il y a peu de médias qui s'intéressent à ces sujets, bah souvent, justement, ils, ils sont plutôt heureux de communiquer sur leurs activités et donc, pour le coup, on a des bons rapports avec toutes ces structures bon, sont en charge de la biodiversité. Et on essaye aussi justement de développer certains partenariats avec des associations. Il y a notamment Humanité Biodiversité, avec qui on va peut-être faire des fiches espèces. Donc un peu, Ok, justement, eux, ils ont développé un peu des connaissances sur les espèces qu'on trouve autour de soi, donc dans son jardin, dans son balcon. Et justement, l'idée, c'est peut-être aussi de faire des fiches qu'on puisse partager facilement sur ces différentes espèces-là. ah, je connais pas Donc il y a cette des... association. Ouais, l'idée, c'est de montrer qu'il y a la biodiversité à proximité, c'est ça. C'est Ouais, un c'est peu ça. Et le but. c'est justement de dire, on peut l'observer, parce que là, avec la fiche, bah, je peux reconnaître le hérisson qui est dans mon jardin, ou cette plante qui est sur mon balcon, quoi. Ok, ok. Bah, je pense qu'on a fait un tour assez sympathique, hein. Je vous rappelle évidemment, on va montrer rapidement votre site quand même, pour conclure. Je remets la petite commande invitée, vous avez accès au site et au compte Instagram. Petite présentation en plus évidemment de ce qui est proposé par La Corneille. Hop, faut pas que je m'embrouille dans tous mes boutons. Voilà. Le site de La Corneille avec, on le rappelle, une newsletter notamment, toutes les 2 semaines, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, Ouais, c'est qui ça. vous permet Tous les... d'avoir des infos si vous n'avez pas forcément le temps, hein. On sait que malheureusement, on manque de temps bien souvent. Vous aurez ça Ouais. directement dans votre boîte mail et surtout aussi le compte Instagram. Donc, n'hésitez pas, tous les lundis, 4 bonnes nouvelles qui tombent. Et puis après, bah, il y a les articles évidemment que vous rédigez qui sont mis en avant aussi sur le compte Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre le compte et puis à partager, en parler autour de vous. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être, petit truc à nous dire, je ne sais pas, un truc qui te vient en Bah, tête. bah oui, n'hésitez pas à nous suivre et justement à un peu à développer ces sujets-là parce que c'est aussi quelque chose que nous on aimerait faire et on aimerait mettre en avant, c'est que de dire que bah, dans beaucoup de sujets d'actualité qui sont aujourd'hui présentés, on n'a pas conscience, mais il y a quand même un lien avec la biodiversité, et avec le vivant. Et donc c'est aussi important justement, enfin des fois de, de comprendre que bah ouais, on nous parle de cette actualité, que ce soit n'importe quoi, la guerre en Israël ou bah, l'agriculture, il y a des liens avec la biodiversité, même si on ne les fait pas, et donc c'est important de voir un petit peu derrière, de décrypter ces sujets-là, quoi. Ok. Et c'est ce qu'on fait à la Corneille. Bah Enfin, oui, on enfin essaye. c'est ce qu'on, enfin même moi, tu vois, j'essaie de faire différentes, Voilà. c'est différents points de vue et qui ont tous des publics différents d'ailleurs, donc c'est cool en vrai. Mhm. Ouais. C'est un peu Et c'est l'idée. surtout que là, justement, on se dit que nous, bah, on est une équipe de 4, on arrive parfois à faire une meilleure couverture que des C'est grands clair. médias traditionnels qui ont des centaines de journalistes. Bah, on n'en a pas parlé, mais par exemple, la stratégie nationale biodiversité, qui est Ouais, censée quand même bah, un peu guider nos orientations sur ce sujet pendant les 7 prochaines années. Et bah, c'est passé à la il y trappe a peu de quelquefois. médias qui en ont parlé, qui l'ont vraiment décrypté, alors que nous, Je on a crois pu faire que le travail, quoi. le problème souvent, enfin ça c'est compliqué, hein, même pour le climat d'ailleurs. Il y a des actualités qui passent au-dessus et après c'est complètement Mm. passé sous silence. Ouais, Ça c'est arrive ça. très très souvent ça. Ouais. Quand il y a des rapports, après ils en sortent souvent des rapports, donc mais des fois il y a des actualités qui tombent le jour même où sort le rapport, et puis là bah, c'est foutu, hein. Ils en Ah parlent pas le oui, jour oui. même, ils en parlent plus du tout. Ouais. Mm. Bah, t'as des Ouais, gens qui c'est doivent. le fameux le rapport du GIEC qui a été publié en même temps que le transfert de Messi au Ah oui. PSG, du coup. En plus c'était celui sur tout ce qui était
recommandations pour Mm. essayer de trouver des solutions et s'adapter surtout. C'était important Ouais, quand même c'est comme rapport. Et oui, il est passé à la trappe, effectivement. Mm. Mais il y en a un autre qui est en cours de rédaction, je crois, là, qu'on verra, Oui. on verra où ça Enfin, va. et il y a bientôt aussi, normalement, un rapport de l'IPBES qui Oui, devrait cette sortir. année. Je sais plus quand c'est, mais je sais que c'est cette année, mais vu la date. Ouais. Donc je suis un peu ça aussi, effectivement. On a Mm. évoqué tout à l'heure, mais c'est un peu le pendant du GIEC pour la biodiversité, Mm. hein, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup du temps que tu as pris pour présenter un petit peu ce que vous faisiez et puis parler de toi aussi un petit peu au passage, hein. Très très Ouais. cool. Et Il y a ben, des gens du chat qui remercient, qui sont très contents oui. d'avoir découvert. J'avais un petit peu parlé de vous évidemment déjà, mais là, un peu plus en Mm. détail, on va dire. Et puis oui, bon rétablissement aussi, effectivement, Ouais, c'est vrai. à Stécie. Et puis Oui, bon courage aussi pour le déménagement, oui, merci. important. Et merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, c'était chouette. Et j'espère que dans tous les cas, on va rester en contact prochainement. Donc, Ah bah oui, moi aussi j'espère, hein, si on peut faire des choses ensemble, on verra. oui. Mais ça peut être très très cool. Mhm. Je poste juste un petit message et nous on va se laisser tranquillement pour ce rendez-vous. L'idée, comme je le disais, c'est que ça reprenne tranquillement, que je me donne pas voilà, pas genre une fois par mois, non. Ça sera quand ça sera prêt, comme ça, voilà, tout le monde a le temps d'être prêt. Là, c'est pareil, hein, quand je t'ai invité, on a dit on fera ça quand on pourra. Puis voilà, on a trouvé une date. C'est pas plus mal. Ça a mis de mettre de la pression sur tout le monde. Là, j'ai 2-3 personnes en contact et on verra quand ça se fera. Mais voilà, il y en aura d'autres. Cette année, c'est un peu l'idée, c'est que on continue ce programme qui a l'air d'intéresser, puis qui fait découvrir des choses, des médias ou des personnes que les gens ne connaîtraient pas forcément. Donc, très très cool. Merci encore à toi. On va passer sur le générique. Et merci au chat qui a été très présent et qui a posé des questions très intéressantes. Merci à vous tous. Et nous, on se Merci. retrouvera prochainement pour un prochain live. Merci encore. À la prochaine. Salut, Et salut. salut.